cas, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette rencontre du Nouvelliste. C'est la première de la rentrée. Il y en aura évidemment une ou deux sur la constituante durant le mois d'octobre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de candidats à la candidature pour l'instant, ou de candidats officiels. Donc on aura aussi des débats sur la constituante. Ça fera partie évidemment de la rentrée politique, mais pas que. On ne va pas discuter que de constituante. Le Nouvelliste a fait au mois de mai sa une avec 5 dames qui dirigent aujourd'hui la politique du canton, mis à part les communes, sauf à Martigny. Mais on a la présidente du gouvernement, on a la présidente du Parlement, on a la présidente des 3 grandes commissions du Grand Conseil, la justice, la gestion et les finances, qui sont aujourd'hui présidées par des femmes. On a fait un numéro spécial là-dessus. Puis alors, je vais vous dire 2 remarques que j'ai reçues après ce numéro spécial. La première remarque, c'était « Super, ça vaut la peine, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire toute l'année là-dessus, il faut provoquer des débats autour des femmes, il faut profiter de ça pour faire avancer la cause féminine. » Puis j'ai reçu d'autres remarques qui disaient « C'est le hasard du calendrier politique, il n'y a rien de spécial là-dedans. Vous faites de l'enfumage, vous accordez beaucoup trop de place à ça, et c'est n'importe quoi. » Donc on va déjà entendre ce que diront ces 5 dames là-dessus, après maintenant 100 jours en activité. Alors je vais d'abord les accueillir les 5, ensuite 2 d'entre elles participeront au débat sur la rentrée politique, et les 3 autres sur la rentrée économique. Sur la rentrée politique, on a aussi invité le président des communes valaisannes, Stéphane Coppet, qui représente aussi toutes les communes de ce canton. On sait l'importance qu'ont ces communes, trop pour certains, pas assez pour d'autres. Donc il représentera les communes valaisannes. Et on aura un chef de groupe, Grégory Lojean, chef de groupe UDC au Grand Conseil, qui représentera l'institution du Parlement. Ça, c'est pour le débat politique. Ensuite, le débat économique. On a osé mettre Pierre-Alain Grichting au milieu de 3 femmes. Alors Pierre-Alain Grichting est soi-disant le premier président minoritaire de la Banque cantonale du Valais, puisqu'il est ancien candidat PLR au Conseil des États, et il débattra d'économie et de la rentrée économique avec 3 politiciennes. Donc je demande d'abord d'applaudir et d'accueillir Esther Weber-Calvamaten, présidente du gouvernement valaisan. Je vais monter. Je vous laisse prendre place autour de ces... Anne-Marie Sautier-Luyet, la présidente du Parlement, la première citoyenne de ce canton. Marianne Marais, la présidente de la commission de gestion du Grand Conseil. Madeleine Ediger, la présidente de la commission de justice du Grand Conseil. Et Stéphanie Favre, la présidente de la commission des finances du Grand Conseil. Alors je laisse prendre un micro, chacun un micro, chacun une micro. Je ne vais pas vous poser une question, je vais vous faire 4 constats et puis vous allez choisir le constat qui vous convient. 5 femmes à la tête de l'État, ça ne change pas grand-chose finalement et c'est normal car l'égalité existe bel et bien. Deuxième constat, 5 femmes à la tête de l'État, c'est simplement le hasard du calendrier et les médias en font des tonnes. Troisième constat, 5 femmes à la tête de l'État, c'est la bonne occasion pour faire avancer la cause féminine avec des projets très concrets. Et 4e constat, 5 femmes à la tête de l'État, c'est le moyen de montrer que les femmes savent faire de la politique autrement, tout en étant performantes. Lequel est juste? Pas lequel vous préférez, lequel est juste? Je vais commencer avec Marianne Marais. Pourquoi? On doit l'assumer. Ça veut dire quoi autrement? C'est une force. Faire autrement, c'est peut-être un autre angle de vue, c'est une autre sensibilité, même si c'est très cliché ce que je dis là, mais c'est une autre sensibilité de par notre génétique, de par notre vie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de fort qu'on doit valoriser. J'aimais bien aussi la 3e assertion, mais je ne me rappelle plus exactement. La 3e assertion, c'est celle-là, c'est celle d'amener des projets féminins en avant. Non, c'était... Non.
Lié à la cause féminine? Absolument pas. Non. C'est pas l'objectif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça? Moi, Est-ce que vous, dans votre représentation, tous les samedis, tous les dimanches, vous faites 2 à 3 à 4 discours? Est-ce que la cause féminine, est-ce que les projets féminins sont quelque chose dont vous parlez ou bien pas du tout? Pas spécialement. Je dois dire que partout où j'ai la chance d'aller, je suis extrêmement bien accueillie. Je crois que l'accueil serait le même que ce soit un homme ou une femme. La cause, la première assertion que vous avez dite, le hasard du calendrier, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est arrivé, mais c'est pas non plus la preuve que l'égalité est réussie. Non. Parce que sinon, vous n'auriez pas fait cette table ronde avec les années précédentes, avec 5 hommes à des postes clés. Justement, c'est la faute des médias, ils font ça, ils montrent ça en épingle, et puis dans les faits, l'égalité est là, et puis c'est les médias qui font ça de cette manière-là. Pas d'accord? En réalité, l'égalité n'est pas là. Non, je crois qu'elle n'est pas réellement réalisée encore actuellement. Par rapport à ce que disait Marianne tout à l'heure, une chose est claire, je pense qu'on fait de la politique un peu différemment. On a beaucoup de respect et d'estime mutuelle, parce que chacune connaît le parcours et les difficultés, le travail qu'il y a derrière chaque fonction. Je crois qu'on a une capacité de collaboration, de pragmatisme et de bon sens que l'on arrive facilement à mettre en avant. Stéphanie Favre, vous présidez la commission des finances. Habituellement, dans la commission des finances, il y a des banquiers, il y a des juristes, il y a des assureurs. Ce sont des femmes qui ont présidé la commission des finances, c'est plus dur que notre commission. Précisément. Non, je ne pense pas. En plus, je suis juriste, donc vous avez mis le fait d'être juriste pour cette formation. Et par rapport à la première présentation que vous avez faite, à mon avis, c'est plutôt un concours de circonstances. On se trouve les 5 femmes aujourd'hui autour de cette table, tout simplement parce que au niveau de 2 commissions de haute surveillance, on avait des vice-présidents hommes qui ont démissionné pour diverses raisons durant la législature. Ils ont été avantageusement remplacés par une femme dans chacune des commissions. Et puis, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change absolument rien. Dans les faits, à mon avis, ça ne change absolument rien. Ça fait, disons, le Valais fait preuve d'ouverture, de modernité avec cette présidence de 5 personnes, 5 femmes. Et puis, aussi, par rapport à la présidence du gouvernement, celle-ci est essentiellement due au fait qu'un conseiller d'État n'a pas été réélu et puis que Mme Weber parvienne à la présidence une année plus tôt. Donc c'est vraiment le hasard. Hein. Voilà. C'est vraiment le hasard. Amis Ediguer, commission de justice, est-ce que vous utilisez votre fonction politique pour faire avancer la cause des femmes ou bien pas du tout? Que ce soit cette fonction-là de député ou de présidente de commune avant, est-ce qu'il faut utiliser cette fonction politique pour faire avancer cette cause-là ou, comme nous dit, c'est un travail normal, c'est pas votre travail à la commission de justice de faire avancer ça, puis c'est pas quelque part votre problème, c'est le problème d'Isabelle Dardelet qui a un service pour ça, qui a un office pour ça, et c'est pas votre problème directement. Je pense que ce qui est important, c'est la partie exemplarité. Je pense qu'on fait avancer la cause des femmes simplement en acceptant d'être à ces postes. Je ne sais pas dans le travail proprement dit de la commission de justice que je fais avancer la cause des femmes, parce que ce n'est pas le sujet de notre commission. Par contre, dans mon expérience, j'ai fait l'expérience à plusieurs niveaux d'être seule femme dans un groupe d'hommes et puis de voir par la suite plusieurs femmes dans ces groupes d'hommes. Dans la commune, une femme sur 5 et puis au final après, dans ma 3e législature, 3 femmes sur 5 dans la petite commune de Mai. Au niveau de la commission de justice, j'ai été pendant 4 ans seule femme dans la commission de justice et puis finalement on est 3 femmes. Donc il y a une évolution. Donc il y a quelque chose qui se passe, mais sans le code on se lance simplement et puis c'est une façon d'encourager d'autres femmes à se présenter, même sans avoir toutes les cartes au départ. Esther Weber, vous êtes en 3e période du Conseil d'État, vous n'avez pas vu cette évolution-là. Vous êtes la première femme conseillère d'État, vous êtes toujours la seule.
On n'a pas deux au Conseil d'État. Si je vous dis que dans 3 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. Non, je pense maintenant, c'est qu'on a vraiment ici une constellation très spéciale, parce que ça ne reflète pas la réalité. En réalité, on a que 20% au Parlement, et c'est vraiment, peut-être par exemple, je suis 7 ans président, mais je pense que c'est bien. Là, on peut montrer, je réjouis que les femmes sont compétentes, comme les hommes, pour faire la politique. Si vous parlez des décisions plus féminines, j'ai entendu qu'au Conseil fédéral, là, il était une force. 4 femmes, 7 hommes, et ils ont décidé la sortie du nucléaire. Peut-être c'est une autre sensibilité, mais pour moi, l'essentiel est qu'on a des hommes et des femmes dans un équilibre, et on sait aujourd'hui exactement dans le monde politique, mais aussi dans les entreprises, on a les meilleurs résultats si on a des hommes et des femmes dans un équilibre. Et on est entre nous, après 9 ans de Conseil d'État, parce que c'est difficile d'être la seule femme. Franchement. Non, comme Francine a dit, moi j'étais aussi souvent, très souvent, seule comme femme dans une commission quand j'ai eu le département de la sécurité. Et on s'habitue à ça qu'on est seul, mais je pense que c'est vraiment notre manière qu'on a vraiment une mixité. Et c'est ça, avec mes collègues, je pense qu'on a chacun son département, on se respecte dans son personnalité. Non, je ne peux pas dire un mot sur ça, mais je pense qu'en principe, pour chaque femme et aussi pour chaque homme, c'est beaucoup plus agréable. Si vous êtes une femme dans une situation, toutes les femmes, un seul homme, ils se sont aussi perdus, ou il y a un autre sentiment, on dit au secours, les seuls, tous ces femmes. Oh, je suis après. C'est permis. Non, moi je pense que c'est vraiment ça, on va chercher, en fait, aussi dire en politique, on veut ça clairement, dire la volonté, on veut des hommes et des femmes. Nous avons fait ça maintenant pour les commissions extra-parlementaires, où on a le Conseil d'État, la volonté d'augmenter, on a dit qu'on veut, c'est le but. 33%. Et maintenant, on a atteint 30% avec vraiment beaucoup d'efforts, mais si l'on veut, je pense qu'on peut attendre un autre résultat que ce qu'on a aujourd'hui au Parlement. C'est la décision la plus importante concernant la femme en 9 ans, Conseil d'État. Est-ce que c'est la décision la plus importante concernant la cause féminine en 10 ans, Conseil d'État, cette représentativité de 33%, donc 10% de plus que 12% de plus que la réalité? Oui, quand j'ai commencé, on a eu dans cette commission, je pense 19%, la dernière fois on a dit 27%, on a reçu 26%, maintenant on a dit 33%, on a reçu 7%. Mais je pense là qu'on a travaillé pendant des années, parce que pour moi c'est aussi, si on a des hommes dans les commissions, on laisse les hommes là, mais si on a des missions, après on cherche de remplacer. Pour moi c'est aussi ça, on doit être aussi correct vis-à-vis des hommes qui sont dans les commissions. Récemment, le Conseil d'État a adhéré à la charte pour l'égalité salariale, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour les femmes qu'on a un salaire adéquat aussi similaire vis-à-vis des hommes. Et je pense toujours, c'est l'Office de l'égalité de la famille. Dans les années, ça fait 25 ans qu'on a maintenant l'Office ou le bureau. Au début, c'était contesté. Aujourd'hui, on pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est aussi un pas qu'on peut regarder pendant les années. Une évolution. On va passer au premier débat, c'est la rentrée politique du Valais. Je vais demander à Esther Weber et à Anne-Marie Sautier-Lhuillet de rester sur place et on va accueillir Stéphane Coppet et Grégory Lojean. Ensuite, Marianne Marais, Madeleine Niguer et Stéphanie Favre débattront de la rentrée économique avec Pierre-Alain Grichting. Alors, rentrée politique, tout le monde dit constituante. Il y a pas mal de candidats à la constituante ici. On va évidemment l'évoquer, mais il n'y aura pas que. Grégory Lojean, vous n'êtes pas encore modérateur, si vous pouvez aller là-bas. Voilà, merci. On va l'évoquer évidemment. Je pense qu'il y a 3 constats à faire sur la constituante. De 1, il y a des candidats. Ce n'était pas gagné d'avance. Il y a des candidats partout et dans tous les partis. On va se retrouver pratiquement avec 700, 800 candidats pour 130 places. Vous allez voir, ça sera à peu près ça. De 2, quand on voit les premières listes arriver, en tout cas les médias reçoivent les premières listes, il y a beaucoup de gens de la société civile, même sur les listes de partis. Donc il y a très très peu de Benoît Binder qui est dans la salle, qui est là, qui est candidat à la constituante, mais d'anciens élus, il y en a très peu, donc ça je pense que c'est réjouissant. Donc les partis ont respecté la volonté populaire en mettant des gens sur les listes qui sont des citoyens. Et le troisième constat, c'est celui de l'ouverture des listes. Quand vous êtes au PDC et que vous êtes candidat au Grand Conseil, généralement vous fermez assez vite pour ne pas avoir de risque de collusion sur les listes où les gens vont commencer à s'affronter à l'intérieur. Et là, vous avez pratiquement toutes les listes qui ont le nombre maximum d'élus potentiels. Donc ça, c'est quelque chose qui est très réjouissant
Et je tiens à le signaler en préambule de ce débat. Peut-être un premier tour de table sur cette constituante, après on passera aux priorités politiques de chacun de vos secteurs. Stéphane Coppet m'avait dit, en préparant le débat, j'ai discuté avec 5 candidats à la constituante. Sur 5, il y en avait 4 qui n'avaient jamais lu une constitution. Est-ce qu'il y a un risque que les gens qui soient candidats, qui soient élus, voient le nirvana avec cette constitution et quelque part soient déçus de ce travail qui est quand même un travail juridique où on écrit le texte majeur du Valais, mais ça reste quand même un travail théorique et juridique? Alors, bonsoir à tous. Je pense effectivement qu'il y a une information supplémentaire qui doit être donnée dans le cadre des différents partis, dans le cadre des différents groupes, pour que les choses soient claires dès le départ. Parce que Dieu sait si c'est une aventure qui est extrêmement importante pour le Valais, Dieu sait si c'est extrêmement intéressant pour les candidats, il ne faut juste pas se tromper de cible. On n'est pas là en train de revoir ou de redynamiser les remontées mécaniques en Valais, où je ne sais de quelle manière certains présentent la chose de la révolution constitutionnelle. Donc, si les choses sont claires dès le départ, je pense que ça sera une bonne chose à la fois pour les candidats ou les élus que pour les groupes de travail qui seront formés dans le cadre de cette démarche. L'enjeu pour le président de la Fédération des communes, de la constituante, c'est quoi? C'est le redécoupage du territoire? Exactement. Je pense que c'est la première chose, c'est le redécoupage. Il y a déjà eu différentes tentatives avec R21 où les communes étaient impliquées. Je crois qu'on doit poursuivre dans cette réflexion. Je ne dis pas que ça ne marche pas actuellement, mais évidemment, on a un tournant, on prépare l'avenir. Et on voit très bien, il y a des évolutions, une évolution certaine, que ce soit dans le cadre des fusions, que ce soit dans le cadre de proximité entre les communes. Et cela doit se ressentir dans la Constitution en formant d'autres arrondissements, d'autres groupes pour être plus efficaces au niveau, je dirais, au niveau local, communal plus précisément. Anne-Marie Sautier-Luyet, présidente du Grand Conseil, m'avait dit un des éléments importants, c'est la notion environnementale. Elle n'existe évidemment pas dans une constitution qui date de 1907, on peut le comprendre. C'est un des enjeux pour vous majeurs. Après, c'est l'exemple parfait de la grande théorie. On va mettre dans une constitution qu'il faut respecter l'environnement, et puis après, les lois d'application, il y aura les paysans, il faut respecter le loup, puis après il y aura un débat sur le loup. Est-ce que ce n'est pas ça le risque, à un moment donné, de mettre des grands concepts, puis tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut respecter l'environnement, puis il y aura un consensus là-dessus, puis après ça ne sert pas à grand-chose? Mais pour moi, c'était surtout dans le sens où il faut absolument inscrire des lignes directrices, inscrire des principes. On est maintenant face à une problématique particulière, c'est le réchauffement climatique. Donc, l'aménagement du territoire en découle. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir par rapport aux résidences secondaires qui sont actuellement vides? Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2050, la population de plaine se tournera vers la montagne? Donc pour moi, il y a tous les aspects liés à la mobilité qui doivent être envisagés. Et le deuxième aspect, lorsque je parle d'environnement, c'est aussi la préservation de l'agriculture de montagne et l'inscription de son rôle protecteur pour éviter les catastrophes. Par exemple, ça c'est un enjeu que je trouve important d'inscrire dans une constitution. Mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant, mais c'est le déclencheur. La Constitution donne les lignes directrices. Ce n'est pas à la Constitution de rédiger les lois, à la constituante. Grégory Legend, votre parti était contre à la fois la révision complète de la Constitution et à la fois la constituante. Aujourd'hui, vous avez des candidats. Les candidats du district de Sion ont été dévoilés aujourd'hui. Première liste qui est arrivée de l'UDC. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce travail-là? Est-ce que vous le faites à contre-cœur? Alors, absolument pas. On va bien sûr accomplir ce travail. Je crois que la population a décidé de tenter l'exercice d'une révision à la fois totale, vous l'avez dit, par le biais d'une constituante à élire. Donc on se met à disposition avec des femmes, avec des hommes pour ces élections à venir, et différentes listes s'annonceront dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, évidemment qu'on ne va pas le faire à contre-cœur. Par contre, c'est vrai qu'il y a un premier défi, je pense, pour cette future constituante qui sortira des urnes le 25 novembre. C'est peut-être celui de ne pas se perdre non plus. Serge Métraillé parlait durant la campagne, le président du PDC, du café philo. Et je crois qu'il ne faudra pas oublier qu'il faudra rester quand même concret, d'une part, et d'autre part, que ce qu'on met dans la Constitution, ce n'est pas simplement des grands principes, c'est le cas, effectivement, mais derrière un article constitutionnel, il y aura des applications concrètes, des lois d'application à mettre en œuvre. Et je pense qu'il faudra que ce travail soit tout de même cadré. Il y a un risque que le peuple refuse une constitution. C'est jamais arrivé en Suisse. Dans tous les cantons, le peuple a accepté, des fois
par une petite marge, mais en règle générale, le peuple a accepté le travail d'une constituante. En Valais, c'est le seul canton suisse où la constituante est issue d'un mouvement populaire, d'une initiative. Est-ce que pour vous, c'est un risque qui doit être dans la tête de chaque élu le 25 novembre? Effectivement, puisque la révision constitutionnelle devra être, in fine, approuvée par le souverain, sera obligatoirement soumise à l'approbation de la population, ce qui veut dire que dès qu'il y a votation, il peut avoir risque de refus en fonction de ce qui s'y trouve théorique, mais dans la d'après vous, Constitution. le risque, il est grand ou il n'est pas grand? On a vu quand même dans le canton de Vaud des résultats, je crois, de 54-46%, ce qui montre que ce n'est pas toujours des résultats très très nets et que débat, il peut y avoir, enfin il y aura, mais que le débat peut également être serré. Bon, quand c'est les JO, c'est très net. Hein. Après, ça dépend ce qu'on entend par 54-46. Après, il suffit de 2 ou 3%, mais je pense qu'il y aura aussi une question de valeur dans cette Constitution. Et suivant quel article vous mettez, par exemple, la reconnaissance ou non de l'islam, le droit de vote des étrangers, c'est par exemple des questions dans certains cantons qui ont des débats assez nourris et qui peuvent également le faire ici. Mais juste, encore brièvement, pour rebondir, Anne-Marie Sautier et M. Coppet, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important, vous l'avez dit, la mobilité, et je crois que vous avez parlé également du découpage des districts, et je crois que ce qu'il faudra, en tout cas de notre point de vue, inscrire dans ce texte, c'est aussi l'équilibre plaine-montagne. On voit qu'on a une Suisse qui s'urbanise, le Valais n'échappe pas à cette logique, et je crois qu'on parle ici de la représentation féminine, il y a également la représentation finalement plaine-montagne, suivant comment on va redécouper les districts, ça peut aussi avoir des incidences, et je crois qu'il sera aussi important de prévoir dans le cadre de cette constitution, des principes qui permettront encore une fois au Valais des 13 étoiles, des 13 districts, de continuer à exister dans sa vision pleine montagne, qui est un équilibre, un alliage, je crois, qui a montré avec succès durant ces dernières décennies. Ça, je crois que ce sera vraiment important de prévoir quelques éléments à ce sujet. Madame Weber, pour terminer sur la constituante, est-ce que ça vous fait peur comme conseillère d'État? Vous ne maîtrisez plus rien, c'est même plus le Grand Conseil qui va faire la Constitution, vous ne pourriez plus jouer avec les groupes, vous les connaissez par cœur, vos députés, comment ils fonctionnent, lesquels il faut influencer, lesquels il ne faut pas influencer. Là, vous allez vous retrouver avec une vraie assemblée de citoyens. D'après moi, ce ne sera pas un Grand Conseil bis, comme le disent certains. Est-ce que quelque part, au fond de vous, vous allez vivre 4 ans en disant qu'est-ce qui va sortir de là? Est-ce que ça va être complètement différent? Monsieur Binder me disait tout à l'heure, les gens qui sont ce candidat, ils ne réfléchissent pas Bourg-Saint-Pierre, Martigny, Fuilly ou Nada, ils réfléchissent sur des sujets de société, peu importe le parti, et c'est des gens comme ça qui ont montré de l'intérêt pour ça. Est-ce qu'on peut sortir de là avec quelque chose de complètement nouveau qui va surprendre le Valais? Alors, tout d'abord, je remercie toujours de travailler avec le Parlement, les commissions. Et on sait, c'est pas clair comment cette nouvelle constituante, les personnes vont travailler avec le Conseil d'État. Mais par exemple, pour la première fois, le Conseil d'État a fait un programme gouvernemental. Avant qu'on a dit ce sont des mesures concrètes, les projets, on a dit quels sont les constants dans notre société, quels sont les défis. Et si ces personnes de la constituante viennent nous demander de donner qu'est-ce que nous avons trouvé, qu'est-ce que je pense par exemple sur la santé, qu'est-ce qu'on a besoin, ça sera intéressant aussi pour moi, pour le Conseil d'État, qu'est-ce que c'est dans le pipeline. Pour moi, la constituante ou la nouvelle constitution va vraiment voir tous les défis qui sont actuellement dans notre société. Et pour ça, donc vous moi, allez travailler activement avec qu'il demande aussi le Conseil d'État l'avis ou que peut préparer des documents pour la constituante. Ça sera très intéressant. Pour représenter chacun des institutions différentes, on va parler des priorités politiques, soit à court terme, soit à moyen terme, puisque la politique, c'est du moyen terme en règle générale. Stéphane Coppet, votre priorité politique comme président de commune, à court terme et à long terme, à la rentrée politique. À court terme, donc, on sait que le Parlement va s'exprimer cet automne sur la révision fiscale. Ça a des conséquences énormes pour les collectivités publics, cantons et communes, plus particulièrement pour les communes, ou de manière égale entre communes et cantons, puisqu'on sait qu'il y aura à peu près 60 millions de recettes fiscales en moins si on part sur les premiers jets du Conseil d'État. Donc c'est vrai que les communes, nous sommes extrêmement attentifs à ces modifications. On se bat pour limiter la casse, si je puis dire ainsi. On sait que des modifications doivent intervenir. Il y a des dispositions au niveau fédéral qui changent. Il y a une question de compétitivité de la place de l'économie en Suisse entre les cantons, donc on doit être performant de ce côté-là, mais attention à ne pas porter trop atteinte aux finances communales, parce qu'évidemment ça implique une réduction de nos investissements. Est-ce que le projet Schmitt porte atteinte ou pas? Le projet Schmitt actuellement porte atteinte, donc effectivement les communes, nous battons pour avoir un rectificatif. Qu'est-ce que vous demandez concrètement?
Pour être très clair, on demande une perception de 7% et on est actuellement à 5,25 sur l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc on espère effectivement rehausser un petit peu la proposition primaire ou première du Conseil d'État. Le risque d'opposition commune-canton dans la campagne, il est grand aujourd'hui ? Elle a existé sur RIE3, donc je crois qu'on doit travailler ensemble, on doit trouver le juste milieu. Je le dis souvent, lorsqu'on parle de promotion économique, évidemment, l'aspect fiscal entre en ligne de compte, mais personnellement, responsable d'une commune, je n'ai jamais vu quelqu'un arriver et demander en premier quelle est la situation fiscale du canton. On nous demande, avez-vous des terrains, qu'avez-vous à disposition au niveau des bâtiments, des infrastructures, les procédures, durée des procédures. Je ne dis pas que la fiscalité n'entre pas en ligne de compte, mais c'est des éléments extrêmement importants. D'autres éléments, et je le souligne souvent, c'est les infrastructures. On sait qu'une PME qui vient s'installer chez nous, le patron a une épouse, a des enfants, il faut trouver des places de crèche. Évidemment, si on diminue les recettes au niveau du canton comme des communes, c'est une diminution de la prestation et un risque aussi de ne pas faire venir des entreprises sur notre territoire. La priorité à moyen terme pour les communes valaisannes, c'est quoi ? Alors, la priorité. Priorité à moyen terme, on le dit souvent avec le canton, c'est un petit peu de réorganiser le lien entre canton et commune. Ça marche, ça fonctionne. On sait que ça devient toujours plus difficile. Donc on tape souvent sur le clou pour essayer de simplifier les démarches. Je crois que c'est important. Là aussi, c'est un service à la population, que ce soit dans le cadre de la promotion économique, que ce soit tout simplement auprès des privés de notre population. On doit être plus efficace tout en admettant que d'un point de vue législatif, tout se modifie. Aujourd'hui, il y a 80 000 personnes dans le Valais romand qui sont concernées par un processus de fusion de communes. Si je vous dis qu'en 2050, il y aura 40 communes en Valais, je suis fou. Je pense qu'il est important, c'est en tout cas, et je lance un petit signe au futur candidat de la constituante, c'est peut-être pas de figer, en tout cas dans une constitution, tant d'habitants de communes sur notre territoire. On voit que le bon sens l'emporte. On sait que, je parlais avant de bases législatives qui se complexifient, c'est juste, donc tout devient plus difficile à gérer. Évidemment, les communes, sans parler forcément de fusion, mais collaborent pour éviter d'avoir des procédures, pour avoir des dossiers les plus solides possibles, avoir des gens compétents, que ce soit au niveau des architectes, des juristes, techniciens, ingénieurs et autres, et cela fonctionne. Donc oui, je suis sûr qu'on va poursuivre dans cette démarche. Vous ne répondez pas à la question. Hein. 40 communes en 2050. Est-ce que Montet-Colombais sera une seule commune en 2050 ? Oui, en vous disant qu'il ne faut pas fixer, oui, ça j'imagine, en tout cas la réflexion avance. 40 communes, je n'en sais rien, je ne peux évidemment pas vous répondre de cette manière, je suis sûr, et je terminais par là, qu'on va poursuivre les fusions, les collaborations, premièrement parce qu'on est plus efficace, puis deuxièmement parce qu'il y a de plus en plus une rigueur au niveau administratif, au niveau juridique, et qu'on passe par une professionnalisation de l'ensemble des services. Il y aura des conseils communaux professionnels ? Non, je parlais des services. Des services. Dans certaines communes, ça existe. En canton de Vaud, à la ville de Lausanne, tout est pro. Est-ce qu'il y aura des pros conseils communaux à Montet-Colombais ? C'est une toute autre organisation. On sait que les conseils sur le canton de Vaud, comme Genève, en général, regroupent 3 à 5 personnes. Donc il y a une toute autre philosophie. Je pense qu'on a une tradition chez nous qui fonctionne. On voit une réduction. Il n'y a plus beaucoup de communes. Je crois que le maximum légal est de 15 membres. Il n'y en a quasiment plus. Il y a 8 ans, avait encore 15 membres, c'était tout simplement ingérable. On voit que ça diminue. Je pense qu'on peut rester dans une forme de milice. Et à ce niveau-là, je ne parle nouveau pas des chefs de service ou des fonctionnaires. Je pense que c'est une réelle plus-value et on doit le garder avec notre système et notre organisation cantonale. Esther Weber, vous avez pris un catalogue de 303 mesures, le nouveau Conseil d'État. Alors, on ne veut pas les 303 mesures, sinon on va rester toute la nuit. Moi, je vous ai demandé 3 mesures qui, pour vous, sont prioritaires parmi ces 303 pour le canton du Valais. 3 mesures. Okay. Alors, pour moi, ce qui concerne mon département, c'est vraiment, à court terme, c'est le crédit, la décision sur le cautionnement pour l'investissement pour les hôpitaux à Sion et à Brique. Pour 400 000, je commence maintenant les discussions avec les commissions parlementaires. À moyen terme, c'est vraiment le changement de la démographie. Dans 10 ans, on a presque un doublement de personnes qui ont plus que 80 ans. Et ça, on fait la réflexion. On a donné un mandat à la commission pour les seniors, pour les personnes âgées. J'ai vu, la présidente est là.
on aimerait faire la réflexion comment on peut revaloriser ou valoriser les seniors, comment on peut faire des projets intergénérationnels et qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui sont près de la retraite, qui n'ont plus de travail, qui sont plus de l'assurance de chômage. C'est ça pour les seniors. Et après, le deuxième volet, c'est vraiment comment on peut aussi être attractif pour les familles en Valais. Et pour ça, on a lancé une étude sur la situation des familles avec les enfants en Valais, avec l'Office l'égalité des familles, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment est attractif, qu'on peut être plus jeune, on a une population plus jeune, qu'on est vraiment attractif, si on veut, pour le Haut-Valais, mais surtout aussi pour les centres. Le Bas-Valais, là, il y a beaucoup de populations qui viendraient de l'autre canton, mais aussi pour le centre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles? C'est vraiment, ce sont les priorités pour l'année prochaine. Et le Conseil d'État a fixé un programme gouvernemental avec 63 mesures. En janvier, on va faire l'analyse, le bilan, qu'est-ce qu'on a fait après une année où on est. Est-ce qu'il y a un risque potentiel, je pose la question aux 4, que le Valais se retrouve dans 20 ans, 30 ans, comme un endroit où c'est les personnes âgées qui habitent, et puis c'est tout? Grégory Lojean, peut-être à Raymond, peut-être à Montet, peut-être à Saviez, mais une population trop âgée. Alors, s'il y a une population âgée, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. On verra ça comme ça. Non, le risque, effectivement, il peut exister. Et je pense que le défi pour notre canton, comme dans d'autres, pour certaines communes de montagne, c'est de pouvoir bien faire venir des familles. Il y a le problème de la natalité aussi, mais ça qui ne touche pas uniquement, encore une fois, notre canton. Donc, effectivement, là, c'est un défi de ne pas être uniquement cité dortoir. C'est vrai que pour certains de nos confédérés, venir passer leur retraite en Valais pour des raisons fiscales notamment, ça peut être intéressant. Mais effectivement, là, maintenant, je crois qu'avec on a l'arrivée de l'EPFL, on a aussi certaines entreprises, en tout cas du côté de la plaine, là ça va du bon côté. Et on doit aussi veiller à ce que, encore une fois, du côté des coteaux et vallées, on ait aussi des emplois, on ait aussi des structures, de la mobilité qui permettent à des familles de s'installer. On l'évoquera tout à l'heure là, avec le débat économique. Votre priorité politique à vous, comme chef de groupe UDC au Grand Conseil, à court terme et à moyen terme? Alors, petite remarque quand même d'abord, puisque M. Copé a parlé tout à l'heure de la réforme fiscale F17, très brièvement, parce que vous avez aussi ici un président de commission. J'aurai le plaisir j'ai le plaisir de présider cette commission économie et énergie. Et bien évidemment, en tout cas, qu'on a entendu le message des communes valaisannes en ce sens qu'on les recevra bien sûr autour de la table des discussions en collaboration avec la commission des finances et Mme Favre. Donc, priorité à court terme, celle qui est dictée finalement par l'agenda parlementaire. Il y a un grand dossier, c'est celui de la caisse de retraite du personnel de l'État. Où là, il y a une solution à 1,6 milliard qui est maintenant proposée. Donc, vous savez, d'avoir ces deux caisses. Dans la nouvelle caisse qui aurait d'abord qui irait vers une primauté des cotisations et non plus des prestations. Donc là, je crois qu'il faut reconnaître que M. le conseiller d'État, Roberto Schmitt, est l'un des premiers membres du gouvernement à empoigner ce problème et à proposer une solution concrète. Donc là, on le salue. Par contre, effectivement, de l'autre côté, l'assainissement qui est demandé pour la caisse actuelle, je pense qu'on devra aussi avoir des efforts partagés et pas uniquement le contribuable qui doit assumer. Elle est trop favorable aux fonctionnaires, celle-là? Alors, on devra encore analyser. Effectivement, le Parlement n'a pas encore directement traité de l'objet. Mais votre avis à vous? Mais de notre avis, je pense qu'on peut encore améliorer un petit peu le ratio dans le partage finalement des sacrifices. Donc, la solution va dans le bon sens, mais je crois qu'on a aussi des Valaisannes, Valaisans qui ont de la peine à finir leur fin de mois, à payer leur caisse maladie, où chaque année, dans le cadre du budget, on a discuté des subventions de ces caisses maladie. Je pense que là, on se doit aussi, dans une gestion raisonnable des deniers publics, d'avoir une solution qui puisse satisfaire le plus grand nombre. Et votre priorité à moyen terme? À moyen terme, je dirais qu'il y a la problématique de l'emploi. Donc emploi, non pas stratosphérique, mais l'emploi des PME, les entreprises qui fournissent bien l'essentiel des emplois, des salaires dans notre canton, qui aujourd'hui ont à faire face à une concurrence toujours plus intense, concurrence évidemment par le biais des marchés publics, mais pas seulement, où on voit des acteurs, c'est même plus Alpic Intech, actif dans le second œuvre, a été racheté par Bouygues Téléphone. Donc on a aussi... Donc très vite ça va de l'économie. Hein. La politique très vite ça va de l'économie. J'étais sûr que ça allait faire comme ça. Pardon? J'ai promis à Sandra Jean que je n'allais pas défleurer son débat. Ah pardon, je vais très vite vous parler de priorité, mais tout simplement pour vous dire que le Parlement a accepté plusieurs interventions urgentes avec différents partis lors de la précédente session
Et on va continuer à être attentif là-dessus, parce que j'ai encore eu un téléphone cet après-midi avec un représentant bâlois de Bâle-Ville qui est aussi inquiété à ce sujet et qui est en discussion avec les arts et métiers du canton de Berne. Donc là, c'est un problème qu'on doit essayer de trouver des solutions, parce que si on veut que les régions restent en Valais, il faut aussi qu'il y ait des emplois, des salaires, sans quoi ça sera aussi de plus en plus difficile. Donc voilà un petit peu pour les priorités. Je me permets, je ne sais pas si on a encore la parole après, ben j'aurais juste... Après, vous avez encore une fois la parole. D'accord, Marie-Sophie parfait. Luyère, Merci. on ne vous a pas entendu, vous êtes présidente du Parlement, vous voyez tout le Valais, peut-être, disons, sociétal, vous allez tous les week-ends, vous voyez tout ce Valais qui bouge tous les week-ends. Pour vous, il y a une priorité politique aujourd'hui, plus grande que les autres? Je crois qu'il y a une prise de conscience générale aussi, c'est par rapport à ce que dit Madame Weber, c'est le maintien, le vieillissement de la population qui inquiète énormément dans les communes, les petites communes surtout. Alors là, à mon avis, il y a énormément de mesures à mettre en place. On a évoqué tout à l'heure les aspects de l'inscription dans la Constitution. Au niveau de la formation actuellement, nous avons la formation de base qui est garantie, la formation supérieure. Moi, j'estime qu'il y a un créneau qui doit être encore développé, c'est la formation continue. La formation continue qui pourrait être très, très utile pour les seniors, que l'on pourrait utiliser justement à certaines tâches dans les communes, de manière à permettre aux femmes, notamment qui veulent travailler, de trouver des structures. Mais tout ça passe par un allègement de certaines procédures d'octroi, d'autorisation de travail pour des mères gardiennes ou autres. Et là, je pense qu'il y a des solutions à envisager dans ce domaine, en utilisant les compétences des seniors pour former les personnes aussi vis-à-vis de la domotique ou d'autres problématiques qui arriveront sur le terrain prochainement. La sensibilité dans les communes, à mon avis, c'est la priorité principale. Ils ont peur du vieillissement de la population. Je vais demander les risques. On va passer aux risques, parce qu'il y a les priorités politiques et les risques politiques. Le plus gros risque pour le canton du Valais, Stéphane Coppet, c'est quoi? On devra passer à côté de quoi? Sinon, dans 20 ans ou 30 ans, ça va être compliqué. Je ne vais pas reparler de la mobilité, parce que je crois que ça a été évoqué à plusieurs reprises. C'est pas forcément pour moi un risque, parce que je crois qu'il y a une réelle prise de conscience de l'importance, que ce soit au niveau de la plaine comme de la montagne, de développer ou d'améliorer notre accessibilité au niveau de la mobilité, mais également avec l'extérieur, que ce soit les autres cantons, le reste de la Suisse comme les autres pays qui nous entourent. Donc c'est pas pour moi un souci prioritaire, par contre c'est vraiment un élément où on doit mettre l'accent. Autre élément où je vois vraiment une problématique, je suis cette fonction depuis 5 ans, 6 ans, bientôt 6 ans, les années passent, c'est la lourdeur administrative de toutes les procédures. C'est impressionnant. Et ça, on le dit depuis 15 ans, puis ça ne change rien. Mais c'est incroyable. Vous le direz toujours dans 10 ans. Mais... Et en plus, on est dans des situations où je suis persuadé qu'on peut alléger certaines démarches. Je l'ai dit encore aujourd'hui, sous forme de boutade à la délégation des constructions de ma commune, le jour où on paye plus cher les frais de procédure que la mise en quête d'un cabanon de jardin, on permettrait quand même de réagir et puis plus laisser avancer. Alors on dit toujours effectivement, mais il y a des normes, il y a des normes. Mais c'est quoi, l'État est trop puissant en Valais ? Non, l'État n'est pas trop puissant. Je pense que les communes ont une certaine autonomie. Il y a une pression, il y a un sentiment maintenant où on doit légiférer. Pourquoi ? On parle de nouveau de cette sacro-sainte responsabilité dans tous les cas. Donc on se couvre, on se protège et on continue à augmenter des formulaires, des directives, que ce soit au niveau cantonal, au niveau des communes. Et ça ne va plus. On a une lourdeur qui pèse sur notre économie. On parlait d'emploi en Valais, c'est un élément essentiel, c'est d'essayer d'améliorer. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est partout comme ça. Si c'est le cas, à ce moment-là, soyons un peu plus intelligents que les autres. Le risque, Grégory Lejean, politique pour le Valais, quand on est chef de groupe UDC? Alors, un des risques pour le canton du Valais, si on se projette un peu dans l'avenir, ce serait celui de se voir par la Confédération privée de nos ressources hydrauliques. Je crois que là, on a une opportunité qui est très intéressante. Il y a le cadre de la production, et je pense qu'on a vu quand même, je crois qu'on doit être attentif, on le voit avec la problématique de la redevance. On a un sursis, mais ce n'est qu'un sursis. Et quand on a vu des initiatives par le passé, la Lex Weber, la LAT, bon là c'était le Parlement fédéral, on voit qu'aujourd'hui, malgré qu'on dit que la Suisse a un droit qui va très lentement, qui bouge peu, eh bien non, ça a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment forcément une sécurité du droit sur la durée et qu'on peut très vite avoir des surprises. Et là, c'est vrai que comme c'est notre source principale aussi, si on parle dans le futur, là, je verrai ce risque et on doit en tout cas avoir... Qu'est-ce qu'il faut pour éviter ce risque ? Il faut être intelligent dans la manière de le résoudre.
Je pense Pour changer effectivement, les choses. là on a déjà amené une solution dans le cadre de la stratégie force hydraulique, donc on a une vision, je crois que c'est important que le reste du pays voie qu'on a une vision, donc une partie de l'effort est fait, mais après il faut compter sur nos représentants à Berne, il faut compter aussi sur un véritable travail, je pense, de lobbying, ce qui a peut-être manqué par le passé, on ne sait peut-être pas non plus assez se vendre. Et puis, juste pour rebondir, parce qu'on dit que c'était aussi un petit débat peut-être par rapport à ce que vient de dire M. Coppet sur la bureaucratie, je l'avais effectivement aussi encadré, mais on m'a demandé de choisir une priorité dans ma feuille. Alors j'espère en tout cas qu'on sera concret et qu'on aura aussi l'appui. Ça fait quelque temps aussi que l'on dénonce cela. Et je dirais simplement, et c'est un constat là... On dénonce dans le vide pour l'instant. Oui, mais que la force, et c'est ça qui est notre responsabilité de politique, la force de l'administration, quand on dénonce le poids de l'administration, il est malheureusement inversement proportionnel à la force du politique. Et aujourd'hui, on n'a plus personne qui veut prendre des responsabilités dans une commune, et je le pratique, ou aussi pour les demandes de subventions ou autres dans le cadre de mon travail. Et on voit que de plus en plus, les gens ne prennent plus de responsabilités et veulent se couvrir, et ce qui fait que ça devient très très compliqué. Et je pense effectivement qu'un jour, on ira dans le mur avec l'administratif. Alors j'espère en tout cas qu'avec l'ensemble des forces du Parlement et des autres partis, on pourra trouver une solution concrète. Puis je terminerai quand même en félicitant mesdames les présidentes, et je crois qu'on a parlé en ouverture du débat tout à l'heure, enfin de la soirée, si elles sont là, ce n'est pas seulement un concours de circonstances. Bien sûr qu'il faut être au bon endroit, à la bonne place, comme pour prétendre à un siège au Conseil d'État, parfois, peut-être du côté de Naters bientôt, on verra. Ah, vous faites campagne. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des femmes, je crois, aujourd'hui de grande qualité. Et quand on voit, pour prendre celle qui débat ce soir à nos côtés, à côté de Madame la Présidente du gouvernement, Madame la Présidente du Grand Conseil, avec le score, je crois, 127 voix sur 130. Ça veut dire qu'au-delà des partis politiques, malgré peut-être l'amertume aussi qu'on a pu avoir à être évincé du gouvernement, par un membre de votre parti, d'ailleurs Madame la Présidente, qu'on passe au-dessus de ces clivages et qu'on sait aussi reconnaître quand une femme est de qualité, qu'elle a le mérite aussi d'être soutenue. Puis ça montre aussi que finalement, si on avait appliqué la politique des quotas, malheureusement, on ne connaîtrait pas cette situation. Juste... Madame Sautier et Madame Esther Weber, le risque le plus grand pour le canton du Valais, est-ce que vous partagez ces risques-là, vous en avez un autre, avant d'ouvrir peut-être les questions, puis après on passe au deuxième débat. Madame Weber, le risque le plus grand par rapport à votre expérience politique? Monsieur Loge a déjà mentionné, c'est vraiment pour moi qu'on a moins de solidarité en Suisse, moins de solidarité entre les cantons. Aujourd'hui, on discute la répartition financière entre des cantons, on va diminuer, et notre canton est un canton receveur des finances. La même chose pour l'énergie, mais là, on est en train d'instaurer plus de lobbying à Berne, ça, on essaie vraiment de... Est-ce qu'il n'est pas trop dépendant justement de Berne, notre canton? Ce n'est pas une priorité, on devrait être moins dépendant de Berne, puis il y a moins ce risque-là. Si on est moins dépendant, on est mieux, on est économiquement mieux. Maintenant, pour notre programme de gouvernement, on a dit, on parle sur les choses positives. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que c'est le risque, qu'est-ce que c'est le négatif? On aimerait faire par exemple un tourisme de 4 saisons. On a dit on a un potentiel. On aimerait faire beaucoup plus d'événements culturels et sportifs ensemble, aussi valables pour l'économie. Le risque, c'est la manque de solidarité intercantonale. L'intercantonal, c'est vraiment un risque. Et je vois ça partout dans les dossiers. On va dire aussi ça, c'est par exemple à la santé, ce sont les grands cantons universitaires qui dictent presque comment on va financer la formation des médecins. C'est vraiment les grands cantons qui ont des grands hôpitaux. Et c'est ça, je vois ça presque dans chaque domaine et je pense qu'on va toujours se défendre, aussi essayer de vraiment dire on veut une solidarité parce que le Valais est aussi solidaire, par exemple avec l'énergie. Nous donnons notre énergie vraiment pour un prix très bas pour les autres cantons, pour les autres villes et comme ça, c'est ça qui me tient à cœur. Madame Luyet, il y a un autre risque où on a fait le tour? Non, je crois que c'est pratiquement la même chose. C'est peut-être la difficulté pour les petits cantons de maintenir leur autonomie en Suisse et de faire face au poids des grandes capitales et des grands cantons économiques surtout. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à nos 4 intervenants sur les priorités politiques? On a vu qu'il y en avait une série à moyen et long terme. Oui. Est-ce qu'on peut prendre un micro? Il y en a un là. Est-ce que... Voilà. Dites à qui s'adresse la question. Bonsoir. Claude Girardin, Vétro. Ma question s'adressera à tous les représentants des partis démocratiques, du Parti chrétien-social, du Parti socialiste, du Parti radical et du PDC. Posez votre question, monsieur.
Je vais développer ma question. Oui. Merci de me laisser le temps de développer ma question. Un membre du gouvernement valaisan, durant la période législative 2013-2017, s'est permis de surfer régulièrement sur les lois. Par son comportement, il a régulièrement entaché, humilié le Valais, tout en profitant au maximum de la faiblesse des institutions de l'époque, à savoir gouvernement, parlement, justice. Je pense qu'il est impératif de prévoir dans la Constitution la procédure de destitution d'un membre du gouvernement qui se comporterait de manière indigne, ceci dans les détails. Au cas d'espèce, cette procédure devrait, me semble-t-il, aussi permettre de réduire les prestations de sa retraite versées par sa caisse de pension. Merci de votre réponse. On va répondre généralement, on va faire un cas particulier, mais moi je laisserai répondre aussi au représentant de l'UDC, M. Girardin. Alors, M. Kopeck, qui va répondre? Est-ce qu'il faut prévoir dans la Constitution un article qui permet de destituer un Conseil d'État? On parlait de responsabilité, on est de plus en plus dans une situation anglo-saxonne, voire américaine. Le phénomène sera sûrement débattu dans le cadre de la constituante. Je ne veux pas m'avancer, il faudra en tout cas très clairement cadrer, parce que je crois que ce qui est important, et là je reviendrai quelque chose d'un peu sérieux, si on doit cadrer la fonction à un exécutif, on doit en tout cas laisser les mains libres à la personne d'avancer. Donc il faut trouver le juste milieu pour, évidemment, lorsqu'on est dans une dérive totale, et je me m'exprimerai pas sur le sujet que vous avez abordé, lorsqu'on est dans une dérive, qu'on puisse effectivement recadrer, mais par contre, laissons aussi les gens travailler, de mettre des freins, des cadres trop importants. Je l'ai dit avant, ça va à l'encontre d'une procédure simple et efficace de systématiquement légiférer dans les différents domaines. Donc évitons une rigueur trop importante dans notre nouvelle Constitution. Madame Weber, après M. Lojean, rapidement. Moi, je pense que je réponds, mais pas répondre à vos questions directement, mais à ce qui concerne, par exemple, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est permis. Et je pense qu'on doit être attentif de dire qu'est-ce que c'est permis, comment on peut blesser les personnes, qu'est-ce que c'est possible. Et pour moi, c'est par exemple une réflexion à faire. Et pour moi, je suis aussi contre tous les blocs anonymes. Chaque personne va dire c'est moi qui a dit ça. C'est déjà un pas à faire. Aujourd'hui, on est vraiment, comme M. Koppe a dit, comme dans une situation de populisme, qu'on peut dire n'importe quoi. Et je pense là, on va lutter contre cette manière. On a ici, pour moi, avoir un respect pour les institutions. M. Lojean. Oui, le respect des institutions passe aussi, je crois, par le respect de toutes et tous et de l'ensemble des forces démocratiques. Monsieur Girardin, je crois que, je peux le dire, il y a en tout cas des gens dans l'UDC qui croient en la démocratie, qui sont respectueux. Je crois qu'il faut simplement laisser toutes et tous pouvoir s'exprimer, encore une fois, dans le respect. Ce que je dirais, finalement, par rapport à la procédure que vous suggérez dans le cadre de la constituante, c'est que finalement, bien, le peuple, dans l'exemple que vous citez, a donné un résultat, ce qui montre que la démocratie... Alors, résultat, évidemment, en tant qu'UDC qui nous a déplu, mais on en a pris acte pour repartir sur de nouvelles bases comme parti démocratique, justement. Et puis, ça montre que notre démocratie fonctionne. Et je crois que le danger que je vois qu'une telle procédure, c'est que finalement, on peut avoir un ministre qui pourrait être sous une pression du Parlement, ce qui n'est pas non plus sain. Je pense qu'il doit bien sûr répondre au Parlement, mais il doit aussi répondre au peuple. Et je crois que ça serait confisquer la population, finalement, de son droit d'élire et aussi de non, pas de destituer, mais en tout cas de non réélire un candidat, ce qui a été le cas ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on en prend encore deux, puis après on passera au prochain débat. Madame et monsieur. C'est une question pour Madame Weber. Jenny Chu. Je voulais savoir par rapport aux travaux du HRC, donc l'hôpital de Renat, qui arrive gentiment à sa fin, si le canton du Valais avait, enfin de votre côté, comment vous avez réussi à avancer les travaux, si ça a été difficile, laborieux avec le canton de Vaud,
Et puis à quelques mois de l'ouverture, si les travaux sont terminés par rapport à tout ce qui est les travaux de bicantonaux. Et maintenant, votre question? Je voulais savoir si c'était difficile d'avoir collaboré avec le canton de Vaud et puis si le Valais s'est bien en sorti puisque l'hôpital va bientôt ouvrir et est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail ou ça arrive à sa fin? Alors peut-être un peu plus compliqué si on peut construire seulement en Valais dans un canton, parce qu'on a des lois différentes, on a des choses différentes à régler. Par exemple, la convention collective de travail, ce n'est pas la même pour le Valais et le canton de Vaud. On a fait une autre convention collective, mais c'était bien. Je pense qu'on a trouvé vraiment un bon accord sur beaucoup de sujets. Et comme vous avez dit, RENA va ouvrir en juillet l'année prochaine. On va rénover aussi l'hôpital de Montet. Alors, on peut dire un peu plus difficile, mais aujourd'hui, c'est complexe, notre vie politique, même dans notre canton, vis-à-vis des autres cantons aussi. Et je pense, non, c'était bien. Moi, j'aime bien aimer ce travail avec les autres. Et je vois aussi peut-être parfois d'autres philosophies, comment on gère un budget, comment on discute, ce n'est pas la même chose. En Valais, on est plus ou moins économique, on est plus strict, on regarde, on respecte beaucoup plus le budget parce qu'on a moins des finances ou des sous à disposition vis-à-vis des autres cantons riches. Juste rapidement, très rapidement, si je peux me permettre, M. Franière, puisque le Parlement traitera de cet objet à la prochaine session du Grand Conseil suite à une motion que j'avais déposée et qui avait été acceptée pour demander un rapport de la commission interparlementaire Vaud-Valais de l'hôpital Rivière-à-Chablais, suite aux éléments révélés d'ailleurs par le Nouvelliste qui parlait, en l'occurrence dans le cadre des travaux, eh bien, on parlait d'écologie tout à l'heure, 12 000 m² de matériaux qui venaient depuis les pays de l'Est par des camions aux plaques françaises. Et malheureusement, dans le cadre de ce rapport, l'entreprise générale Steiner n'a pas pu identifier la provenance exactement de ces camions, mais on en parlera au Parlement pour vous dire que tout n'a pas été aussi simple peut-être que décrit tout à l'heure. Okay, moi, j'aimerais quand même rebondir parce que là, on a l'entreprise Steiner, c'est une entreprise générale. Là, on a des conditions beaucoup plus strictes vis-à-vis des autres offres qu'on confirme. Mais aujourd'hui, on est dans un monde global et on va chercher qu'est-ce que c'est les sous-traitants, qu'est-ce que c'est. On est en train de faire vraiment une loi. C'était pas une exception, c'est presque normal qu'on doit être très attentif pour les sous-traitants. On est en train de faire une révision d'une loi. Comment on aimerait fixer beaucoup de conditions beaucoup plus strictes que les Valaisans reçoivent aussi le travail. Dernière question rapidement, au sommet de la salle. Bonsoir, Damien Junot de Sierre. Quand on sait que la Suisse est 20e au niveau des consommations de ressources, c'est-à-dire à peu près 3 planètes par année, est-ce que vous pensez que c'est encore judicieux de parler de croissance économique? Qui veut répondre? Là, on est en Suisse et au niveau mondial. Stéphane Coppet. Est-ce que la décroissance ou la... C'est toujours un terme qui me fait sourire, la décroissance. C'est beau, c'est magnifique. Je crois qu'il faut avoir de l'emploi. On en a parlé, je crois, sans parler d'économie, c'est le prochain débat. Mais on doit avoir de l'emploi. On sait très bien, lorsqu'on est aux commandes d'une commune proche de la population, que c'est bien joli de parler de décroissance. Alors, le tout, c'est effectivement d'avoir une maîtrise de l'utilisation de nos ressources, mais néanmoins préserver le dynamisme qu'on a au niveau économique. Donc, parlons pas de décroissance, mais plutôt de maîtrise de nos ressources. Et là, évidemment, je peux vous rejoindre. Il y a encore beaucoup à faire et faisons-le ensemble parce qu'il y a urgence, que ce soit en Valais, en Suisse ou dans le monde. Monter Colombais doit arrêter de grandir. Est-ce qu'il y a une taille maximale pour une ville, pour vous par exemple? Non, je crois que vous serez à 33 000 habitants, ce que vous dites à peu près à 35 000, c'est trop grand. Ce qui est justement intéressant, et ça c'était le bon côté de la LAT, c'est évidemment d'arrêter de se développer sur les zones agricoles, d'avoir une meilleure réflexion dans la densification des villes, des villages, et d'avoir une meilleure maîtrise de notre territoire. Donc pour répondre à votre question, c'est pas une problématique de nombre d'habitants, c'est une question de réflexion sur notre urbanisation, et je crois que cela se fait. On a pris conscience dans toutes les communes et dans le canton. On travaille en parallèle pour avoir une planification qui respecte notre nature et notre territoire. Merci aux 4 intervenants. On passe au deuxième débat avec Sandra Jean, la rentrée économique avec M. Grichting, Mme Marais, Mme Henniger et Mme Favre. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée.
crois qu'on peut dire que l'économie et la politique sont intimement liées. Et je peux vous dire que plusieurs des thématiques que vous avez abordées lors de la discussion ont fait réagir. J'ai vu les participantes et participants du débat. Donc nous accueillons Pierre-Alain Grichting. Les 3 autres intervenantes, vous les avez rencontrées tout à l'heure. On a parlé des priorités au niveau politique. C'est un élément extrêmement important. Nous sommes à quelques encablures, effectivement, d'un rendez-vous important. C'est celui de la constituante. On aimerait maintenant se pencher sur un élément fondamental qui permet d'apporter du bien-être, d'apporter de la richesse. C'est la santé économique de ce canton. Peut-être juste avant d'aller plus loin, il y a 2-3 éléments, 2-3 chiffres qu'on doit avoir bien en tête pour avoir une bonne image de la situation en Valais. Je suis désolée, elle n'est pas super positive parce que en Suisse, on est le canton qui a le PIB, donc le produit intérieur brut par habitant, donc la production de richesse la plus basse. On sait aussi que quasiment la moitié du budget de l'État est engendré et supporté par tout ce qui provient de Berne. Donc on est un peu biberonné aux subventions. On sait que le premier employeur ici en Valais, c'est l'État. Donc la question qu'on va se poser maintenant, vous avez bien posé les enjeux politiques tout à l'heure pendant votre discussion, c'est de se dire quelles sont les priorités économiques, vers quoi on doit aller. Vous parliez, monsieur, de décroissance tout à l'heure. Donc vers quoi le Valais doit aller dans ces prochaines années? Qu'est-ce qu'on doit construire? Peut-être une première réflexion autour de cette votation sur les Jeux Olympiques 2026. Elle a été clairement refusée par le peuple valaisan. On imaginait que c'était, en tout cas certains, ceux qui étaient en faveur de ce projet, que c'était un élément qui allait apporter de l'emploi, une visibilité incroyable au niveau mondial pour le Valais, développer le tourisme, et les Valaisans, malgré tout, ont dit non. On va pas revenir sur l'analyse 2 mois plus tard de ce rejet, mais est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que le tourisme est une priorité à l'aune peut-être de ce rejet? Qui veut commencer? Marianne Marais. Volontiers. Oui, alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme le dit l'expression. Effectivement, les Jeux Olympiques n'ont pas été voulus par la population valaisanne. Par contre, il y avait des bonnes idées. Dans le cadre du développement du projet de candidature, il y avait des bonnes idées. Et ces idées, on doit les retenir, on doit les retravailler, on doit en faire quelque chose. Notre tourisme valaisan n'est pas très malade, néanmoins, il ne se porte pas formidablement bien. À la suite de l'échec du vote, certains ont évoqué, et je crois même que ça fait partie d'une thématique que l'on va traiter au Grand Conseil dans le cadre des développements, certains ont évoqué des états généraux liés au tourisme. Moi, personnellement, je n'aime pas cette notion-là, parce que états généraux, ça veut dire quand même crise. On réunit des états généraux lorsqu'il y a une crise. Nous ne sommes pas en crise. Il n'y a pas eu de crise suite au refus des JO. La population en a pris acte avec beaucoup de démocratie et beaucoup de classe. Pourtant, vous dites que le tourisme ne se porte pas très bien. Justement, il n'en demeure pas moins qu'il faut travailler. Il faut travailler pour améliorer notre tourisme, et pour ce faire, à mon avis, plutôt que des états généraux qui sont une grosse machine, pour ne pas dire une usine à gaz dans laquelle je ne suis pas sûre que les acteurs du tourisme aient envie de travailler, il faut quand même que le canton s'engage différemment. Aujourd'hui, on a une loi sur le tourisme qui dit clairement que ce sont les destinations qui doivent s'organiser. Il n'y a pas de responsabilité cantonale. Moi, je souhaiterais une autre vision. Une vision qui ne passerait pas par une loi, parce que imposer des modèles contre le gré des acteurs, ça ne fonctionne jamais. Mais par contre, une nouvelle vision qui passerait peut-être par l'inspiration. Le canton devrait être plus inspirant en matière de tourisme. Il devrait pouvoir s'appuyer sur tous les modèles de réussite que l'on connaît dans les cantons voisins et surtout dans les pays voisins, et faire une espèce de livre blanc, dirais-je, qui listerait les bonnes pratiques, qui listerait les choses qui fonctionnent ailleurs et qui permettrait de les modéliser à l'aune de notre canton ou à l'aune de certaines de nos régions. Alors attendez, je vous interromps parce que j'aimerais entendre l'entrepreneur que vous êtes, Pierre-Alain Grichting, le serial entrepreneur. Quand on entend justement ces propos de dire que l'État devrait être une source d'inspiration, vous parliez mais du bout des doigts de ces États généraux, est-ce que vous pensez que c'est le rôle du politique? Est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce que le tourisme, au niveau du développement économique, doit être encore un pilier à développer pour le Valais? Et si oui, comment?
Oui, c'est clair que si on bouge dans ce canton, on a perdu cette votation. Il faut l'accepter, mais c'est du tempo passati. Maintenant, il faut parler du futur. Moi, je ne suis pas pour refaire des projets qui aboutissent à rien du tout. Je suis plutôt pour du concret. Et on voit beaucoup de concret dans notre canton. On avait discuté, il faut bouger pour voir combien de gens font un super job dans ce canton. On parle beaucoup trop des choses qui ne vont pas. Parler avec ces touristes, l'été, on dit culturellement, en Valais, on ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas vrai. Tu peux aller partout avec de la qualité. Pour moi, c'est clair. Donner un cadre, on a Valais Valise Promotion. Si on veut cet institut, il faut le garder. Si on ne le veut pas, eh ben, il faut le supprimer. Et moi, je dis, on a des gens de qualité, mais on est un frein à nous-mêmes. Le meilleur ambassadeur pour notre canton, c'est nous-mêmes. J'ai pu avoir ce matin à Viège un groupe de 50 personnes dans les meubles qui achètent ensemble au niveau suisse. Ils étaient où? Ils étaient en Valais. Ils n'étaient pas juste convoqués ce matin pour une séance. Ils ont passé 2 jours. Et pour moi, je dis, on a un rôle très important à jouer, nous, et il ne faut pas qu'on complique. Après, est-ce qu'on veut se laisser inspirer par ce qui se fait? Bien sûr, mais après, il faut le faire. Mais vous êtes en train de dire que finalement, la situation n'est pas si mauvaise et puis il faut laisser aller les choses et pas avoir une démarche volontariste pour un de nouveau de ces piliers de l'économie valaisanne, le tourisme? Non, moi je ne suis pas pour recréer des structures inutiles. Je suis pour donner les moyens dans les différentes régions, puis souvent ces régions les créent même par le côté entrepreneurial. J'ai eu la chance d'être dans la région à M. Copé, ça ne fait pas plus tard qu'une semaine. Dans la région de Champéry, il y a du monde. Il y a du monde aussi dans nos villes. Ça bouge. Il faut aussi aller un peu ailleurs en Suisse pour voir qu'on a tous le même souci. La problématique aujourd'hui du tourisme alpin, c'est la concurrence qu'on a avec le bord de la mer. Eh bien, essayons de tout faire avec le vélo et autres, mais surtout, laissons travailler des gens et puis pas mettre des structures que de toute façon, c'est qui va les payer? C'est les entreprises qui vont les payer. C'est les gens qui habitent ce canton qui vont payer. Donc, pas rajouter de structure, de la simplicité, ça vous convient, Madeleine Hanniger? Alors, je pense qu'il y a déjà des choses en route. J'ai, par exemple, cet été eu l'occasion de découvrir les développements qu'il y a sur Bagne, par exemple, pour la promotion du vélo électrique. Je pense qu'on développe dans ces stations quelque chose qui va vers le tourisme 4 saisons qui est absolument indispensable. Et ça, c'était peut-être le mauvais côté du projet des JO, c'était de développer un tourisme basé essentiellement sur les sports d'hiver. Là, aujourd'hui, on doit absolument aller vers un sport 4 saisons. Et puis, par contre, j'ai un souci davantage pour les petites communes qui n'ont peut-être pas le professionnalisme sous la main pour se développer, comme la vallée de Bagne ou peut-être Champéry. Je pense par exemple au Marécotte dans mon district. Quand on a une petite commune, un président, quelques conseillers communaux qui doivent réfléchir au développement de leur station, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans ce sens, je fais une comparaison avec la fondation The Arc, qui est un incubateur d'entreprises. Et je me disais, par rapport au tourisme, qu'on pourrait avoir aussi un organisme ou demander à cette fondation de se développer aussi pour pouvoir proposer des idées et aider le développement de ces petites communes qui ne peuvent pas toutes seules, sans l'aide de professionnels ou de fondations, peut-être se développer vers une durabilité. Stéphanie Favre, vous pouvez entendre ce qui est dit sur cette quand même volonté de donner des coups de main, de réunir, parce que vous parliez tout à l'heure, Berlin Grichting, de notre concurrence qui est la mer, mais pas uniquement. On parle beaucoup des montagnes, on parle beaucoup de l'Autriche, de la capacité d'accueil, d'avoir une vision d'ensemble. On le rappelait encore samedi dans le Nouvelliste, le Valais, c'est 340 000 habitants, c'est la ville de Zurich. Et on voit malgré tout que chacun travaille dans son coin et c'est très compliqué d'aller ensemble. Donc Stéphanie Favre, oui ou non, il faut être plus volontariste? Est-ce que l'État doit agir, doit aider pour arriver à développer ce pan de l'économie? Peut-être pas l'État directement, mais par le biais de la structure Valais Valise Promotion, qui pourrait réunir par exemple tous les acteurs du tourisme, et puis qui mettrait ensemble les différents moyens ainsi que les différentes propositions qu'ils ont dans chaque région. Comme l'ont un peu fait nos voisins, mais néanmoins concurrents du Tyrol, par exemple.
lorsque je suis allée au championnat du monde l'année dernière à Saint-Moritz, eh bien, j'ai vu sur tout un pan d'un hôtel une immense affiche qui recouvrait vraiment l'ensemble de l'hôtel, et ceci dans un point stratégique, à savoir où tous les passagers, tous les spectateurs qui devaient se rendre sur la piste de ski passaient automatiquement par là. Et puis on invitait toutes ces personnes qui circulaient à aller skier au Tyrol, alors qu'on était en Suisse, quoi. C'est un bel exemple. Oui, Marianne, Marie. Oui, moi, j'aimerais réagir sur les propos qu'a tenus Mme Heiniger par rapport à la station des Marécottes. Moi, je pense précisément qu'on doit laisser tomber l'esprit de clocher. La station des Marécottes toute seule, elle est magnifique. Elle est pleine de ressources. Moi, je trouve très beau, mais elle ne pourra pas survivre. Et il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans les propos des acteurs du tourisme, c'est de toujours parler de jonction des territoires pour justifier le fait qu'ils restent tout seuls parce qu'ils n'ont pas soit des domaines skiables, soit des territoires. Mais c'est faux. Mais c'est faux. On peut se fédérer même quand il n'y a pas jonction des territoires. Prenez les écoles. Il y a des centres scolaires éclatés, il y a une direction. Prenez l'hôpital du Valais, il y a des hôpitaux dans tout le canton, il y a une direction. Prenez les EMS aujourd'hui. Même avec les EMS, on arrive à en mettre un petit peu par-ci, par-là, et on a une direction. Pourquoi on n'arriverait pas à faire ça avec le tourisme? Et je pense que tant qu'on ne laissera pas tomber l'esprit de clocher, tant qu'on n'ira pas vers l'autre, tant qu'on ne comprendra pas que la réussite passe par le partenariat, par un modèle qui fédère tous les acteurs, on restera mauvais. Alors ça, je vous vois sourire, Pierre-Alain Grichting. Ça vous parle, cet esprit, changer de mentalité, de bouger, de faire bouger ce Valais? C'est ça. Et puis on doit d'abord commencer chez nous-mêmes pour changer la mentalité, parce qu'on peut aussi être touché par une activité ou une région, c'est plus difficile. Mais c'est clair, ça pour moi, c'est d'abord, c'est qui nous donne ces réponses? Ce n'est pas nous-mêmes, c'est les touristes. Il faut leur poser la question si c'est important que le train il s'arrête à Viège ou bien à Martigny. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent venir dans une destination. Et ça, c'est très important, puis je suis 100% d'accord. Mais le problème, il est où? Trop de chefs qui doivent laisser leur place. C'est ça le problème. Alors on fait quoi? Mais justement, vous ne vouliez pas avoir une structure. Non, une structure. Simple. Moi, je dis, si on dit le Valais, c'est une région, oui, on y croit, Valais Promotion, qu'ils ont fait, pour moi, dans beaucoup de domaines, un super job. Mais ça intéresse personne, en tout cas pas ceux qui ne veulent pas participer. C'est ça que je dis. Mais l'état d'esprit a changé, ce n'est pas une question de génération. Moi, je suis très surpris aussi des propos de certaines personnes jeunes qui veulent rien changer. Il faut aller la semaine passée sur le haut plateau, voir que le monde entier se réunit pour vivre une manifestation mondiale. Ils viennent de partout. Là, on ne s'intéresse pas dans quelle région c'est. J'adhère à 100%, mais je n'aimerais pas encore ajouter une pile comme ça de papier qu'à la fin, on ne fait rien. C'est juste ça. Oui, on a compris. Les propos de Stéphane Copé étaient très clairs sur le côté administratif et administration. On va peut-être en parler d'ailleurs, parce que c'est un des freins aussi au développement des entreprises. Donc, le tourisme, c'est un point important. Il faut qu'on le préserve, il faut qu'on le développe, mais il faut qu'on travaille ensemble. Là, je crois qu'il y a unanimité. Oui, Maline. J'aimerais juste... Nous avons un fonds musical pour accompagner les propos. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue sur le fait de la régionalisation des destinations. Simplement, dans ces destinations, l'espace Mont-Blanc, par exemple, qui est la région des Marécottes, ben voilà, est-ce que les Marécottes ont une chance de survie? Est-ce que les Marécottes... Oui, mais est-ce qu'elles ont une chance de survie sans cette alliance? Et puis l'autre chose il faut cette alliance. Voilà. Mais sûr. On a 3 politiciennes ici, un entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez, puisque la session du Grand Conseil vont reprendre, est-ce que vous allez porter ce dossier? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour faire bouger justement la situation du côté sur le front du tourisme? Marianne Ray. Moi, personnellement, justement, tout à l'heure, dans le début de la discussion, j'ai abordé la notion de canton qui doit être inspirant, justement, qui ne doit pas être imposer des choses de haut en bas, puisque ça ne fonctionne pas. Encore moins dans le domaine du tourisme, puisqu'on a beaucoup d'individualité. Mais par contre, justement, moi, je tiens vraiment je vais déposer quelque chose dans ce sens, parce que je tiens à ce que le canton donne des modèles de bonnes pratiques, si on peut les appeler comme ça, montre
c'est très basique, c'est simple, ça ne fait pas une couche de plus au millefeuille de M. Christing, mais montre... Il n'est pas d'accord avec vous, hein. Alors pas du tout. Montre des modèles de bonne pratique de manière à ce que les destinations c'est un peu une mise sous tutelle du milieu touristique, finalement. Mais non, du tout. Mais du tout. Montre des modèles de bonne pratique. Il n'y a rien inscrit dans les bases. Et c'est ça qui va faire bouger les choses. Mais si on les modélise par rapport à un autre canton, ou si on les modélise par rapport à des régions données, parce que sur l'ensemble du territoire cantonal, c'est peut-être compliqué, si on les modélise pour montrer les effets positifs que ces modèles peuvent avoir, on donne envie aux acteurs. Les acteurs, ils ne vont pas changer, parce que le changement, ça fait peur. Le changement est anxiogène. Par contre, si on leur démontre que le changement va leur apporter un plus, c'est sûr qu'ils vont changer. Alors ça, c'est un pan de l'économie, on l'a répété, le tourisme, mais ce n'est pas le plus important. On sait que l'industrie pèse beaucoup plus lourd dans le PIB aussi du canton. On sait que tout ce qui a trait à la construction également, on sait le poids de l'administration. Ça, c'est pour le portrait un peu et la carte du Valais. Mais aujourd'hui, on a ce projet qui potentiellement pouvait nous faire avancer ou pas les Jeux Olympiques. Il est écarté. Donc, on a parlé du tourisme. Quelles sont aujourd'hui les autres priorités? Sur quoi devons-nous bosser pour faire avancer ce Valais? Peut-être être une figure de proue dans certaines matières. Vous parliez, Vincent Franière, tout à l'heure, de ce plan du gouvernement avec les combien? 300? Combien? 63 objectifs à remplir. Au niveau de l'économie, il y a un des objectifs, c'est au niveau de l'énergie. Donc aujourd'hui, quels sont les éléments à pousser, Pierre-Alain Grichting? Dans quel domaine doit-on aller? Après, je donnerai la parole à Stéphanie Favre. Vous, l'entrepreneur. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'entendre l'entrepreneur. Ah, alors, Stéphanie Favre, on vous écoute. Bon, par rapport à l'énergie et puis par rapport aussi à l'implantation de l'EPFL ici en Valais et des HESSO, je pense qu'il peut y avoir de bonnes synergies qui doivent être réalisées entre ces écoles. La création d'entreprises aussi en relation avec l'énergie. Et puis, j'y joindrai également dans ces éléments-là la fondation ZIARC et également l'ILIAP. C'est-à-dire qu'il faut profiter de la présence et du développement de ces hautes écoles. Vous avez cité notamment les PFL, la HES, des organismes comme ZIARC, pour faire avancer, pour faire venir aussi des entreprises. Alors pour créer d'abord, tout d'abord des entreprises en Valais, et puis on voit aussi que s'il y a création d'entreprises, si elles sont vraiment bonnes, souvent elles sont rachetées par des entreprises extérieures, surtout dans ces domaines spécifiques. Je viendrai peut-être après sur le projet de loi fiscale. On va en parler tout de suite. Voilà. Oui. Mais effectivement, c'est une opportunité, vous l'entrepreneur. Oui, et je dois dire que si je vois qu'à Colombey, ils ont trouvé une solution avec Tamoil, tu montes depuis Martigny, dans 1 heure, tu es à Berne, mais dans 1 heure, tu es aussi ailleurs. À Sion, quand on voit ce qui se passe à Sion, à Sierre, à Viège, à Brique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je prends la Lonza qui donne une possibilité aux start-up d'être chez eux, ça veut dire c'est extraordinaire. Et moi, je suis très optimiste pour notre canton. On dit les jeunes partent. Oui, ils partent, mais ils reviennent aussi plus vite. Pour partir 2 heures de temps, tu fais aussi que 2 heures pour rentrer. Mais il faut encore avoir des emplois pour rentrer. Mais on a des emplois. Mais il y a des métiers, c'est clair, comme dans le métier où j'ai mon entreprise, à Sierre, le métier, d'autres métiers, c'est beaucoup plus difficile de trouver quelqu'un. Mais il faut peut-être réfléchir, est-ce que la structure de ma société elle est encore juste? Est-ce que je cherche aussi des synergies avec d'autres entreprises? On n'a pas seulement dans le tourisme un problème assez important d'une collaboration. Aussi, nous, les entrepreneurs, on doit dire, est-ce qu'on ne peut pas se rassembler, être ensemble pour avoir un dynamisme qui est beaucoup plus fort? Mais actuellement, comme entrepreneur, je vois des signaux extrêmement positifs comme longtemps plus, et j'aimerais rajouter un élément. Souvent, on critique le Parlement, on critique l'accessibilité. Chez nous, ça va très vite. Ça va très vite. Si tu as besoin d'un rendez-vous pour présenter quelqu'un, ce n'est pas du tout bureaucratique. Et ça, pas uniquement pour moi. Donc ça, c'est le côté positif de la petite famille valaisanne et du réseau. Non, mais aussi. Cette petite famille, tu vas à Zurich aussi, à très peu de jours,
t'es reçu si tu as un vrai projet. Je veux dire, l'accessibilité vers ceux qui te donnent l'encadrement est aujourd'hui, je parle maintenant, beaucoup plus simple que certainement des années en arrière. On va parler des conditions cadres qui sont favorables ou non, et notamment avec le projet de fiscalité. Mais peut-être avant, vous parliez, Per-Alain Grichting, du changement. Vous voyez un changement, mais concrètement, juste qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que vous voyez ce frémissement? Dans quel domaine? De quelle manière? Partout, dans les contacts, dehors, il fait extrêmement beau. Et on est ici. Oui. Je veux dire, les gens s'intéressent à ce qui se passe. Et moi, je dis, il faut bouger. Bouger dans ce canton, bouger en Suisse, et que vous voyez qu'on ne bouge pas moins vite que les autres. Je vois beaucoup des jeunes qui ont des projets, mais je vois aussi des personnes qui vont plutôt vers une retraite, qu'aujourd'hui disent, mais quelle sera mon activité future? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ça veut dire, moi, j'aimerais qu'on arrête un peu de dire tout ce qui ne va pas, parce que ça encourage personne de venir chez nous et qu'on dit un peu plus ce qui va bien. C'est ça qui fait venir les gens chez nous. Donc la pensée positive. La pensée positive, c'est très important. On va voir si ça va marcher. On va se convaincre. Et on verra demain matin dans le journal. Et voilà, ouais, d'accord. Wendy Heininger. Personnellement, je partage l'enthousiasme de M. Grichting parce que les PFL, par exemple, c'est tout récent nos décisions au Parlement d'amener les investissements qui permettaient l'installation de l'EPFL. Les HES et toutes ces synergies qui existent entre ces écoles et les entreprises qui se créent suite à l'arrivée de ces écoles, j'ai l'impression que ça apporte un énorme potentiel de changement sur l'image du Valais. On a dans le tourisme peut-être gardé uniquement l'image des alpages, de la raclette et puis des beaux paysages qui sont très importants. Mais sur le plan de l'économie, il faut aussi faire de la place à l'image d'un Valais qui innove avec des nouvelles technologies, avec des technologies de pointe dans plusieurs domaines. Et puis, on a parlé parfois de la Silicon Valley, Valais-Vallis. C'est quelque chose, il me semble, qui est en route et puis qui transformera l'image du Valais pour nous d'abord et puis sur l'extérieur, d'autant plus que ça amène énormément de liens sur un plan suisse, mais aussi international en Europe et beaucoup plus loin aussi. C'est compliqué de faire changer l'image. Hein. C'est vrai, vous parliez de la raclette, du fendant, de l'apéro, du côté un peu sympa du Valaisan, foireur comme ça, et de se profiler sur des terrains comme celui-là, notamment de l'innovation, il va falloir ramer parce qu'il y a des cantons qui sont très à la pointe, notamment le canton de Vaud, Bâle, Zurich, pour trouver sa place. Marianne Marais. Oui, mais effectivement, moi je voulais aborder la notion de qualité de vie que propose le Valais, qu'on n'a pas abordé. Ça, c'est un point positif pour le développement de l'économie. Pour moi, c'est un point positif pour le développement de l'économie, ouais. Parce qu'une des problématiques du Valais, c'est la fuite de ses cerveaux. Nos jeunes vont étudier ailleurs et puis ils ne reviennent pas parce que soit il n'y a pas des postes de travail qui correspondent à leur qualification, soit les rémunérations sont trop faibles. Mais on s'aperçoit qu'après 10, 20 ans, ils ont quand même envie de revenir, malgré le fait qu'ils seront moins bien rémunérés dans notre canton, parce qu'ils sont nostalgiques de la qualité de vie de notre canton. Ils ont aimé Zurich, Bâle ou Genève et leur effervescence, mais par contre, au bout d'un moment, ils ont envie de revenir ici pour la qualité de vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit valoriser. Évidemment, on va revenir sur les conditions fiscales tout à l'heure, parce que c'est aussi un élément que l'on doit améliorer pour faire s'implanter de nouvelles entreprises. Néanmoins, cette qualité de vie, on doit la vendre, on doit la démontrer. On peut discuter avec les personnes qui travaillent à l'EPFL et qui se sont installées chez nous, comme elles sont heureuses de s'être installées chez nous, malgré la raclette, malgré les clichés. Non, ou avec, parce que c'est plutôt sympa, ça, quand même. Ouais. Tout à fait. Mais avec. vous rebondissez effectivement sur ce que vous disiez, Stéphane Copé, sur une entreprise vient pas uniquement pour le taux d'imposition, on en parlait aussi, Per-Alain Grichting, mais aussi pour le cadre de vie, la scolarité, la qualité des infrastructures. Et aujourd'hui, au niveau justement des conditions cadres, est-ce que le Valais, selon vous, outre les paysages, il fait bon vivre et tout ça, offre des conditions cadres acceptables, bonnes, à améliorer pour les entreprises, les PME ou les plus grandes entreprises? Claire, oui, mais j'aimerais d'abord dire qu'il faut surtout garder les traditions et nos forces, parce que les gens qui viennent, ils aiment la raclette, ils aiment le vin, et on a la moitié de la viticulture suisse, elle est dans ce canton. Et là, c'est avec la casquette de président de province. J'adore. Non, pour la viticulture, je serai encore quelques mois, alors je ne parle pas
pour Provins uniquement, je parle pour tout le monde. Il faut bouger pour écouter ce qu'ils disent les gens sur nous et arrêter de penser qu'on sait ce que les gens parlent de nous. Aujourd'hui, le monde entier cherche la proximité avec ses produits, avec l'état d'esprit. Je veux dire, qualité de vie, 100% d'accord. Vous parlez avec M. Solaire de la Lonza qui dit, s'ils ont des gens qui viennent chez nous, qui trouvent l'entourage et surtout aussi la formation, les écoles, la sécurité, les gens restent chez nous. Maintenant, je viens sur les conditions cadres. Si tu as une entreprise déjà établie, comme c'est notre cas, je peux que dire, je suis très content si je ne suis pas trop imposé. Mais si on n'est pas trop imposé, ça veut aussi dire que ton business ne fonctionne pas très bien. Comparé à d'autres cantons, on va très bien. Oui, mais là, on parle des petites entreprises qui ont un bénéfice qui va jusqu'à 150 000. Là, le PF 17, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, on veut harmoniser, faire descendre un taux d'imposition qui est aujourd'hui à 20%. Donc, on fait partie des cantons qui taxent le plus les entreprises qui font le plus d'argent. Oui, mais c'est clair. Et donc, on est moyennement attractif. Au niveau impôt, oui, mais après, il faut voir l'ensemble. Et c'est important, les impôts. Les impôts, c'est important, mais si tu ne fais pas de business, tu ne payes pas d'impôts. Je vais dire, c'est une réalité. Mais vous êtes quand même en faveur d'une baisse du taux d'imposition. Oui, bien sûr, comme entreprise. Mais moi, je n'aime pas trop quand on est trop dans la théorie. Moi, j'aimerais juste qu'une entreprise petite, moyenne ou petite, elle est soutenue, comme on a dit, pour être reçue dans une commune, pour avoir des conditions, je ne dis pas uniquement impôts, mais tu peux avoir les terrains qui sont prêts, l'accessibilité qu'il est assurée. On a parlé que les camions venaient de je ne sais pas où. Ces camions, ils viennent de partout au monde parce qu'ils roulent quasiment gratuitement. Quand tu es dans les transports, tu sais que le moins tu roules, le plus tu gagnes. Aujourd'hui, c'est fini ça. Je vais dire, pour moi, les conditions cadres, c'est la même chose, c'est clair. On a entendu, moins de fiscalité veut aussi dire moins de moyens pour avoir ce qu'on a besoin. Et là, je dirais, il faut trouver le juste milieu, mais que quelqu'un arrête son entreprise ou continue, ce n'est pas une affaire des impôts. Alors, on va aller plus loin, mais d'abord, Stéphanie Favre, par rapport justement à ce taux sur lequel vous allez, vous parlementaires, députés, vous pencher d'ici la fin de l'année. Donc, est-ce que oui ou non, jusqu'où on doit baisser ces impôts, sans aller trop dans des éléments techniques, pour attirer des entreprises au risque effectivement de léser des présidents de communes qui ont un manque à gagner important, et le canton aussi. Stéphanie Favre. Alors, c'est clair que... Bon, le Parlement ne s'est pas encore prononcé, mais ce qui est proposé, en tout cas pour le Valais, c'est deux taux d'imposition différents pour les sociétés qui ont un bénéfice supérieur à 150 000 et un autre pour celles qui réalisent un bénéfice inférieur de 150 000. Et puis, pour les entreprises qui ont un bénéfice supérieur à 150 000, eh bien, la charge fiscale entre 2019 et 2021 devrait baisser de 21% à 15% pour ces sociétés. Mais cette réduction, il faut savoir que cette réduction sur l'ensemble de la Suisse romande, eh bien, seul Neuchâtel est aussi haut que ce taux d'imposition finalement proposé. Genève et Vaud, ainsi que Fribourg, eh bien, proposent un taux autour de 13% pour faire... Donc vous êtes en train de nous dire que c'est un passage obligé, que nous sommes obligés de descendre ces impôts pour être relativement concurrentiels par rapport aux autres. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Exactement. Okay. Et puis, avec ce taux de charge fiscale, on pourrait avoir éventuellement des entreprises, notamment sur le Chablais, qui quittent le Chablais, qui traversent simplement le Rhône et puis puissent bénéficier du taux d'imposition des voisins vaudois. Des Vaudois, voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est 9% des entreprises qui représentent ces gains supérieurs à 150 000 francs. Donc 91% des entreprises ont des gains inférieurs à 150 000 et seront à l'avenir imposés, enfin c'est ce qui est proposé en tout cas par le Conseil d'État, à un taux de 12,66%. Et puis dans les mesures qui sont proposées, il y a notamment la déduction fiscale supplémentaire de 15% des dépenses. Alors on va pas peut-être, excusez-moi de vous interrompre Stéphanie Favre, on va peut-être pas aller dans le détail technique, mais ce qui est important c'est de comprendre la démarche. Donc aujourd'hui on estime du côté du Parlement, tout parti confondu, que c'est quand même une nécessité pour attirer des entreprises, d'être concurrentielles et donc de baisser ce fameux taux d'imposition pour les grandes entreprises.
Vous avez répondu oui, Stéphanie Fall, c'est juste. Oui, tout à fait. Madeleine Haniguer. Moi, j'ai juste envie de dire, de suggérer peut-être que ceux qui ne sont pas prêts à suivre les partis de gauche du Parlement par rapport à la fiscalité écoutent M. Grichting, parce qu'effectivement, je pense que la fiscalité, c'est qu'un des facteurs. Et puis, il y a en même temps une éthique à chercher autour de la fiscalité, et il y a un vrai besoin aussi dans notre canton on a vu dans les communes, mais aussi par rapport à la formation, puisque dans notre canton, tout ce qui est innovation est lié à la formation. Donc, pour tout ça, on a besoin de moyens. Donc il ne faut toucher pas, à la fiscalité, pas trop. C'est dangereux. Pas trop. Mais un peu quand même, mais pas trop. Pas trop. Vous voyez, vous êtes une source d'inspiration. Qui l'eût cru pour les partis de gauche, Pierre Grichting? J'ai pas vécu ça comme ça. Ouais. Mais, non, tout le monde est pour baisser les impôts. Tout le monde est pour baisser les impôts. Après, il faut avoir les moyens de baisser les impôts. Ça veut dire qu'il faut adapter les structures. Vous avez parlé à l'entrée, ou on a parlé à l'entrée, combien on reçoit de Berne. Aujourd'hui, le train est assez rapide. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire, et ce qui me déplaît, ça veut dire qu'on parle toujours des entreprises qu'on veut amener. Et tous ceux qui sont déjà là. On ne s'occupe pas assez de nous, qu'on est là. Celui-ci, que c'est 105 ans. Mais les alors, gens ne peuvent rien. Mais alors dites-le, puisque vous avez 3 politiciennes, plus que 3 politiciennes, qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous dites on ne s'occupe pas assez des PME, celles qui sont implantées non, ici. c'est pas qu'on ne s'occupe pas assez. Je dis c'est très important de faire un pas, mais il faut le faire avec les moyens qu'on a et qu'on veut se donner. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de demander? On parlait d'administratif. Oui, moi j'ai envie de demander que ce n'est pas uniquement pendant les campagnes qu'on va trouver les entreprises, et puis qu'on s'occupe pendant les 4 ans, pas de la prochaine campagne, mais vraiment des entreprises. C'est ça que je demande. Juste... Ça parle en tout cas. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à une mesure concrète et puis après que vous preniez la casquette de président de la Banque cantonale du Valais pour savoir dans quelle mesure aussi cette institution peut aider et soutenir les PME. Avec la part de marché que la banque est là, elle soutient les PME. Et j'ai dit à Pascal Perruchou, avant que je suis arrivé, j'ai dit, je suis sûr qu'on va me poser une question sur la banque. Alors, malheureusement, il n'est pas venu parce que ce n'est pas moi le patron opérationnel. Vous parlez avec moi très volontiers sur la stratégie et la gouvernance de la banque, mais pas sur le boulot qu'ils font les gens. Non, mais ça, on est d'accord. Mais au niveau de la stratégie, est-ce que la BCV... Mais bien sûr, la Banque cantonale, c'est une banque pour toutes les Valaisannes et tous les Valaisans. Ils font ce job extrêmement bien, comme les autres établissements bancaires. Ça, c'est le moment publicitaire du débat. Non, mais même les autres établissements bancaires font un excellent travail, parce que sans banque, il y a peu de choses qui se créent. Ils ont aussi des gens qui forment, ils ont des investissements qui font partout, malgré le digital. Et notre banque joue un rôle très important, et je suis très fier qu'on joue ce rôle. Merci. Marianne Marais. Oui, je veux rebondir sur ce que vient de dire M. Grichting et puis après je reviendrai sur autre chose. Oui, la Banque cantonale n'a pas le choix parce que la Banque cantonale, il est inscrit dans la loi cantonale sur la Banque cantonale qu'elle doit soutenir l'économie valaisanne. Donc elle doit le faire et je pense qu'elle pourrait même être encore un petit peu plus créative quant au soutien de certaines entreprises. Vous entendez aussi, hein? Oui, voilà. Je vais noter après parce qu'on va continuer la discussion. Ouais, après, pour l'apéro. Non, c'est très bien dit et très vite dit. Il faut se dire, c'est comme on a parlé des impôts. Moi, je vois les chiffres, je vois combien cette banque redonne au canton, redonne aux communes, le nombre d'employés qui travaillent dans cette banque, les nombres de gens qui sont formés dans cette banque. Et puis, il faut vraiment avoir les moyens de le faire. Et le dernier point, il faut que Berne, et là on a mis une usine à gaz, la FINMA est devenue une usine à gaz, il faut voir aujourd'hui qu'est-ce que tu as le droit de faire. Quels fonds propres doivent être amenés. C'est décidé. Je veux dire, le métier est en train de changer. Et puis, très volontiers, vous me dites après, concrètement, dans lesquels PME, la Banque cantonale devrait être beaucoup plus forte. Non, vous avez bien sûr raison. Moi, pour ceux qui me connaissent, savent que j'aimerais qu'on fasse toutes les affaires pour tout le monde et qu'à la fin, il reste quelque chose dans la tirelire.
Vous parliez de la FINMA et de la bureaucratisation que ça induit. C'est un des éléments qui est sorti tout à l'heure. Pour la moindre petite cabanon, il faut demander 15 000 autorisations. On sait que... Et puis, il y a aussi toutes les entreprises et les associations écologiques maintenant qui ont davantage le droit d'intervenir pour bloquer des projets. Donc, il y a une demande très claire de la part des entrepreneurs d'avoir une latitude, disons, plus grande et de ne pas crouler sous la bureaucratie. Donc, la réponse de vous trois politiciennes. Puis après, un dernier tour de table sur le Valais de 2050, à quoi il doit ressembler. Mais d'abord, cette question sur la bureaucratie. Oui, je voulais aborder ce thème, même s'il a été fait par le groupe précédent, mais je crois qu'on doit y revenir, nous, ici, dès le moment où on parle d'économie. Je crois que c'est une notion très transversale qui est valable pour l'ensemble de l'économie valaisanne, parce qu'autrement, il n'y a pas de recette toute faite. Ce qui est valable pour les grandes entreprises ne l'est pas pour les PME, ne l'est pas pour l'agriculture non plus, et ne l'est pas pour le tourisme. Par contre, le trop de bureaucratie, le fait que certains services du canton travaillent encore beaucoup trop en silo, avec finalement un manque de concertation, ce qui ralentit les démarches, fait que c'est dommageable pour l'ensemble de l'économie valaisanne. Lorsqu'une entreprise est porteuse de projet, elle devrait se voir accueillie avec beaucoup d'égards, puisqu'elle porte un projet de recherche et développement qui va générer une amélioration de l'économie valaisanne. Or, aujourd'hui, ce qu'on lui propose, c'est un parcours du combattant. Et je pense vraiment que là, on doit s'améliorer. Et nous, les députés, nous sommes partiellement responsables de ce parcours du combattant, parce qu'on veut toujours améliorer les procédures, on veut toujours rajouter le petit truc ici, et finalement, on ne fait que d'ajouter des chicanes pour les entrepreneurs. Malina Heiniger, vous êtes prête à faire moins de lois, moins d'ordonnances, moins de tout ce blabla là, qui pèse très lourdement sur les entrepreneurs? Alors, oui, mais je dirais de façon pragmatique, je ne sais pas comment on pourra inverser cette tendance. J'ai l'impression que le monde politique, il est aussi dans un hyper-contrôle de toute la gestion de ce qui est distribué, par exemple, des subventions, etc. Et dans les communes, c'est ce qu'on voit pour tout. Il faut faire des statistiques précises, des domaines qui auparavant étaient laissés au bon sens des gens. Donc oui, mais comment ? Je crois qu'il faut simplement qu'on y réfléchisse à chaque nouvel article de loi, à chaque nouvelle proposition d'un contrôle supplémentaire. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphanie Favre? Oui, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, quand on adopte une loi, on n'a pas toujours les tenants et aboutissants concernant la lourdeur de la procédure. Pourtant, votre parti au niveau suisse avait lancé une initiative pour réduire exactement, le côté administratif. Mais nous, on est attentif, en tout cas, sur certaines demandes et certaines lois où on ne souhaite pas avoir de loi, par exemple, pour éviter justement ces encombrements. Voilà, exactement. Alors maintenant, il y aurait 1000 choses encore à raconter parce que c'est un thème extrêmement vaste. L'heure de l'apéro approche. Ce que je vous demande, c'est un exercice de synthèse compliqué, de se projeter, parce que paraît-il que gouverner, c'est prévoir. Donc, à quoi devrait ressembler ce Valais économique? Quelles seront ses forces, puisqu'on a dit qu'on arrêtait de pleurnicher, puis qu'on se penchait sur le futur. À quoi doit ressembler ce Valais de 2050? Pierre-Alain Grechting. J'aimerais écouter d'abord les... Non. Allez, on se lance. Elle n'est pas vraiment fair-play. Hein. Non. 2050, 83 ans. Moi, je rêve d'un Valais qui bouge, qui laisse la place à la jeunesse, pas quand ils sont aussi d'un âge qui sont plus jeunes. Ça veut dire qu'on ne parle pas du haut, pas du centre, pas du bas, mais qu'on parle du Valais ou même de la Suisse, qu'on est extrêmement accueillant et concret. Moi, je suis sûr que le Valais 2050, combien il y a au Parlement, constituante, pas constituante, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouvera toujours des personnes aussi qui s'investissent en politique, aussi en économie, et qui viennent de partout regarder comment on fait pour avoir le succès qu'on a. C'est ça, pour moi, le Valais de 2050. On touche du bois. Marianne Marais. Oui, pour moi, le Valais de 2050, c'est un Valais de l'équilibre, évidemment. C'est un Valais qui respecte l'équilibre lié au développement durable, auquel je tiens particulièrement, c'est-à-dire que l'équilibre soit idéal
entre le domaine social, l'économie et l'environnement. Et je crois que si le Valais, qui a un environnement incroyable, qui a une économie, comme on l'a vu ce soir, qui va quand même pas mal, malgré le biberonnage de la Confédération, et une population qui est très vivante, qui est très présente, pour moi, c'est ça. C'est un Valais de l'équilibre, le Valais de 2050. Merci, Madeleine Heiniger. Pour moi, c'est un Valais qui tiendrait dans la même main à la fois ses traditions, sa qualité de vie et puis l'ouverture. C'est un Valais qui chercherait aussi la cohésion entre la plaine et la montagne, entre les régions qui se développent rapidement comme le Chablais et le Haut-Valais dont on ne parle pas souvent ici dans le Bas-Valais. On entend beaucoup ensemble, cohésion, équilibre, c'est des mots très forts. C'est très féminin. Alors, Pierre-Alain Gréchny, vous avez un côté très féminin, ouais, si vous aviez des doutes. Stéphanie Favre, vous avez le mot de la fin. Pour moi, c'est un Valais qui développe la mobilité. Je pense notamment à l'aéroport de Sion, qui pourrait amener plus de transport de passagers. Il y a aussi un véritable transport public d'agglomération en train et en bus, avec des horaires cadencés qui iraient de Martigny à Brigue. Et puis un Valais aussi avec de nombreuses entreprises innovantes qui seraient créées justement dans ces campus. Et puis, finalement, ne pas oublier quand même le domaine de l'agriculture, qu'on continuerait à produire des produits de qualité. Vous l'avez dit précédemment, je pense notamment au vin, aux abricots, au fromage d'alpage, qui sont des marchés finalement de niche. Merci beaucoup d'avoir participé à cette réflexion. Avant que vous vous échappiez, il y a quelques questions. Donc on a largement, comme d'habitude, dépassé les timings, mais je vous propose quand même d'ouvrir la discussion et après on prend 2 ou 3 questions grand max et après on aura l'occasion autour d'un verre et de 2-3 petites choses délicieuses à manger de pouvoir continuer la discussion. Madame, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Céline Décimo, collègue députée. Moi, j'avais une question. Tout d'abord, merci pour cette table ronde et les idées exposées. J'avais une question. L'idée d'un pic pétrolier à l'horizon 2030, est-ce que ça influence votre vision de l'économie du Valais ou est-ce que ça vous fait sourire à l'image de M. Copé et de la décroissance ? Qui a envie de se lancer ? Vaste question. Marianne Marais ou Madeleine Heiniger ? J'ai pas bien compris le début. Pic pétrolier. Donc, autrement dit, est-ce qu'on doit miser sur les énergies renouvelables, penser autrement ? C'est un peu votre question ? Oui, oui, tout à fait, c'est une préoccupation, c'est évident. Je pense que c'est comme un filtre qu'on devrait poser sur toutes les décisions et sur tous les projets qu'on fait pour évaluer dans quelle mesure ça va aller dans le bon sens par rapport à cet objectif. Et puis quand on parle de 2050, c'est vrai que c'est un chiffre qui est sorti aussi au niveau de la politique fédérale et qui va donner lieu à des discussions encore. Et 2050, c'est à la fois proche et puis ça reflète quand même l'urgence de changer cette situation. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, suivant les débats politiques, de voir à quel point vous, politiciennes, politiciens, êtes capables d'envisager. On a l'impression que des fois que l'économie, justement, a quelques longueurs d'avance dans ses réflexions en prenant en compte justement des changements. Pierre-Alain Gréchny. Bon, si vous me parlez comme un des 2 patrons de celui-ci qui a 30% de mon business qui n'existera plus, ou de nous, il faut l'accepter. Ce que j'aimerais pas, c'est qu'on fasse la même chose que les autres pays. On parle de quelque chose, on le fait, ça coûte beaucoup plus cher, et puis au niveau de l'environnement, c'est beaucoup plus grave que ce qui se fait aujourd'hui. Ça veut dire, j'y crois pas du tout si on impose quelque chose, mais naturellement, on doit aller dans cette direction. Mais pas comme on fait en Allemagne, qu'on parle de A, mais on fait B, et je pense que c'est ça. Ce thème, ça ne doit pas être un thème uniquement politique,
ça doit être un thème qu'on prend tout le monde conscience et puis qu'on va dans cette direction. Madame. Marcel Monet-Terreta. Moi, j'ai une question. Si la fiscalité est extrêmement importante pour les entreprises, la compétence de leurs employés l'est d'autant plus. Et c'est vrai qu'on se rend compte maintenant que les entreprises ne trouvent plus du personnel formé correctement. Alors, j'aimerais savoir, au fond, que faire pour améliorer la formation, pas seulement la formation académique, mais aussi la formation duale, pour avoir vraiment en Valais des personnes bien formées et qui peuvent servir les entreprises et l'économie. Est-ce que là, l'État a un rôle à jouer ou c'est de la responsabilité des entreprises de continuer à former les employés? Moi, je suis relativement étonnée par les propos de Marcel Monet-Terreta, parce que le Valais a quand même un niveau de formation qu'un grand nombre d'autres cantons de Suisse lui envient, et en particulier, puisqu'il me semble que c'est un petit peu ça qui est abordé, en particulier au niveau de la formation duale, où on est encore assez bon. Alors maintenant, effectivement, peut-être que certaines entreprises déplorent le manque de formation de leurs collaborateurs. Pour moi, c'est tout simple. Ces entreprises, elles doivent aller taper à la porte du service de la formation professionnelle et préciser davantage ce qu'elles souhaitent obtenir. J'ai déjà eu une discussion à ce sujet, excusez-moi, avec le chef de département, parce que j'ai déjà entendu certains patrons qui déploraient un petit peu le niveau de formation des apprentis. Mais lorsqu'on s'adresse au service de la formation professionnelle, lorsqu'on s'adresse au département, il semble qu'eux n'aient pas ces retours-là. Alors j'ai l'impression qu'il y a un manque de dialogue permanent entre ceux qui utilisent la main-d'œuvre et ceux qui la forment. Pour moi, il n'y a rien besoin d'inventer. Il suffit, comme l'a dit M. Christing tout à l'heure, en 24 heures, on a rendez-vous en Valais. Il suffit de causer. Pierre-Alain Christing. Je pense qu'on a... tu as raison, surtout dans les métiers je dirais qu'il faut utiliser la tête, mais aussi les mains. Mais là, ce qui est très important, c'est comme j'ai dit avant, si tu présentes ton entreprise et tu y crois qu'un patron n'a rien du tout, il n'a personne qui veut travailler avec toi. Eh bien, l'entreprise que j'ai eu la chance aujourd'hui d'être un des deux associés dans les transports, faire le permis, faire l'apprentissage, c'était jamais simple, mais aujourd'hui, vraiment, c'est extrêmement pointu. On avait toujours un apprenti, aujourd'hui, on en a 4. Où on aimerait être aidé, c'est l'administration qu'il faut pour que tu peux dire « je forme 4 apprentis ». En réalité, on fait quoi? On met un nom, on espère qu'on n'est pas trop contrôlé, on n'écoute pas, et puis que les gens sont à l'école, qui sont bien à l'école pour qu'on n'a pas des problèmes. Mais ça demande un investissement de quelques-uns dans l'entreprise qui est assez important, mais l'expérience faite avec les jeunes que tu formes, c'est fantastique. Il y a un bémol. Pourquoi beaucoup de gens comme nous, qu'on a des entreprises, on n'est pas tout le monde extrêmement chaud de former? On se dit, on les forme et après ils partent. Eh bien, c'est une réalité. Mais il y a aussi d'autres qui reviennent. Je veux dire, c'est un investissement qui vaut la peine, mais c'est vrai que le côté, on a parlé d'administratif aujourd'hui, mais pas que dans les métiers que je connais, est assez important. Puis là, peut-être, il y a quelque chose à faire pour les petites et moyennes PME. Je ne parle pas des grandes. Je vous propose une vraiment dernière question. Monsieur, alors un de vous deux, prenez la parole, parlez fort, on vous entendra. Et c'est vrai que certaines villes, notamment à Sion, construisent énormément de logements, peu de bureaux, mais des logements. Est-ce qu'on va vers une surchauffe? Qui se sent à l'aise pour répondre? Stéphanie Favre? Je pense qu'effectivement, quand on voit le taux d'inoccupation de certains appartements, des nouveaux appartements qui sont construits, ça fait un petit peu froid dans le dos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, c'est surtout des caisses de pension qui investissent ici en Valais. Et puis, finalement, c'est bon pour la construction qui
qui est un domaine qui a une certaine valeur, en tout cas au niveau du produit intérieur brut du Valais, quoi. Donc je pense qu'il faut quand même laisser continuer à construire. Mais construire, est-ce qu'on ne va pas trop loin? Pierre-Alain Grichting, votre banque, la BCVS, produit régulièrement un indice immobilier, donc vous avez une vision très claire de ce qui est en train de se passer. Donc est-ce qu'on va vers un crash, ou une bulle en tout cas immobilière? Non, mais on a dit que les taux d'intérêt vont monter, ça fait 15 ans que ce discours a lieu. Aujourd'hui, ce qu'il faut être clair, construire en proximité des transports publics, c'est un élément qui a totalement changé. Aujourd'hui, tu vois des constructions proches des transports publics ou des gares, que les gens, même si tu as fait des places de parc ou des parkings, ils n'ont plus de voiture ou c'est la mobilité douce. Mais la réalité, elle est que vu que les taux sont très bas, et ils vont encore rester, je pense, bas, la motivation d'investir son argent, je parle comme propriétaire, en tout cas pour le moment, c'est là. Location, c'est vrai, on le voit nous-mêmes. Là, je parle comme casquette verte Zwissig, parce qu'on est aussi un tout petit peu dans l'immobilier. Il y a quand même des régions où les freins on commence à sentir des 3 mois de loyer, entre guillemets, pas de loyer, des 6 mois, pas de loyer. Il y a des trends. Mais je dois aussi dire, pour prendre l'exemple du Haut-Valais qui se développe extrêmement bien, 1500 nouvelles places de travail à la Lonza. Ça va amener des gens. Mais ces gens vont où? Ils vont dans ces agglomérations. Mais le danger est aussi qu'ils vont quitter un jour ces agglomérations. Alors je dirais qu'investir dans du dur, il faut toujours le faire. Mais après, il faut bien réfléchir où on va investir. Et puis le Valais a besoin de logements de qualité. Le Valais a aussi besoin du logement pour la 3e génération. Et puis j'ai entendu avant que est-ce qu'on devient un canton où les gens viennent habiter seulement quand ils sont ou ils viennent très âgés? Eh bien, j'aimerais bien qu'une grande partie de la Suisse, dans l'âge avancé, viennent se déplacer chez nous parce qu'ils vont vivre encore quelques années de plus que dans la région qu'ils vivent aujourd'hui. Je crois qu'on va vous mettre à la tête de Valais-Valis, promotion aussi. Je vous remercie infiniment pour votre participation, pour votre attention. Vincent, nous avons encore le mot de la fin. Le mot de la fin à Isabelle Darbelet d'Office L'égalité de la famille qui a co-organisé cette rencontre avec nous. Donc elle avait l'avantage ou le désavantage de synthétiser tout ce qui a été dit en 3 minutes. Qu'est-ce que vous avez retenu, Isabelle Darbelet? Madeleine Inegger a dit des adjectifs très féminins. On a appris que M. Grichting était aussi avec des adjectifs très féminins. On a pris quelques scoops aussi. Mais vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette heure et demie de discussion? Alors, merci tout d'abord. Merci à vous toutes et à vous tous. Je ne vais évidemment pas synthétiser en quelques minutes, d'autant plus qu'on a effectivement dépassé un peu le temps, puis que je pense que tout le monde se réjouit de partager autour d'un apéritif. Mais je voulais quand même vous dire qu'en tant que chef de l'Office cantonal de l'égalité de la famille, eh bien, j'étais particulièrement heureuse de suivre ce débat avec une majorité de femmes, une fois n'est pas coutume, avec une majorité de femmes, ce que l'on voit effectivement très rarement. C'est aussi un appel évidemment pour le Nouvelliste et pour les prochains articles et les prochains débats qui seront organisés. En organisant cette soirée, nous avions en fait 2 objectifs. Le premier, c'était de faire un peu le tour des sujets importants pour notre canton à cette rentrée politique. Je crois que ça a bien été fait. On n'a pas forcément amené des solutions ce soir, mais on a en tout cas, je pense, abordé les grands thèmes, que ce soit l'environnement, la fiscalité, la démographie, la formation et d'autres encore. Notre deuxième objectif ce soir était aussi de mettre en lumière ces 5 femmes que nous avons aujourd'hui, alors hasard du calendrier ou non, mais que nous avons aujourd'hui à des postes clés en Valais. Nous voulions les mettre en évidence. Pourquoi? Pour montrer ce fait qui effectivement est rarissime, mais aussi pour donner envie à d'autres de s'engager, pour montrer que les femmes en Valais aussi, même si là aussi on a souvent une mauvaise image, mais que les femmes en Valais aussi sont là, qu'on a des femmes compétentes, dynamiques, engagées, qu'il faut leur faire confiance, qu'il faut faire appel à elles, parce qu'elles sont là et elles ont la volonté de participer au futur de notre canton. On a vu des femmes différentes, avec des compétences différentes, avec des convictions politiques différentes, mais quand même avec quelques éléments communs aussi.
un parcours parfois un peu semblable, souvent quand même aussi l'impression de faire de la politique peut-être un petit peu différemment que les hommes, d'amener autre chose. Et je pense qu'il n'y a rien de plus riche, il n'y a rien de plus important que la complémentarité. Et ça, c'est essentiel, notamment aussi pour la constituante, qui est un des grands sujets à venir. C'est vraiment également un appel à la fois pour les partis, à la fois pour les mouvements qui vont présenter des personnes. Pensez à avoir des listes complémentaires avec des hommes, avec des femmes qui sont là et qui ne demandent qu'à s'engager. Et aussi pour les femmes elles-mêmes, vous avez vu, c'est possible. En Valais aussi, on a des femmes à des postes importants. Les places sont là, il faut parfois se battre pour les prendre, mais il y en a et les portes sont quand même largement ouvertes. Donc pour les deux, soit pour les partis, soit pour les mouvements, soit pour les femmes, allez-y. J'espère que ce genre de soirée a donné envie également de s'engager, de participer au futur du Valais. En tout cas, c'était là notre deuxième objectif. Donc merci d'avoir participé. Eh bien, allez, si possible, relayer ce message bien au-delà de cette salle. Mais je vous remercie de votre présence parce que c'est vrai que l'Assemblée est en fait nombreuse. Je m'étais trompée auparavant parce que la salle est très, très grande. Donc merci vraiment beaucoup à toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont passé au débat, et puis également aux Nouvellistes pour l'organisation et puis au public. Merci. Voilà, on peut applaudir toutes les personnes. Et merci aussi au recteur du Collège des Creusets, M. Vicky, de nous avoir accueillis ici à Sion. Alors maintenant, on passe à l'apéritif, c'est en dehors pour tout le monde. Prochain rendez-vous pour le Nouvelliste, on va faire certainement, en tout cas, une rencontre, voire 2 rencontres au mois d'octobre sur la Constituante avec des thèmes de société où il y aura des contradictions. Ce soir, c'était un tour de table, c'était une discussion, ce n'était pas des débats d'opposition. Là, on aura des débats autour de la Constituante avec dépôt des listes au 1er octobre et le vote à la fin novembre. Merci, bonne soirée.